Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de For You Matin sur For You Media Africa. Le thème principal nous enverra du côté du Niger, mais aussi on fera une virgule au Cameroun. D'abord au Niger, eh bien, le géant français, comme on a l'habitude de le qualifier, bien sûr, Orano a donc fait une sortie mercredi, donc hier, selon laquelle les autorités nigériennes avaient donc repris le contrôle opérationnel de la filiale minière du côté du Niger. Le conseil d'administration de la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, qui est donc détenue à plus de 64% par Orano et 36%, du moins à plus de 36% par l'État du Niger. En ayant fait, on le sait, hein, bien sûr, de la souveraineté du pays, leur priorité, eh bien, en particulier sur la question de l'uranium. Les autorités de Niamey avaient d'abord retiré, c'était en juin dernier, à Orano, le permis d'exploitation de ce gisement d'Imourarem et ses réserves estimées à près de 200 000 tonnes. Fin octobre, tout récemment encore, la société française avait indiqué que face à une situation fortement dégradée, sa filiale allait suspendre sa production à partir du 31 octobre, faute de pouvoir continuer à travailler au Niger. Alors, dans un communiqué publié mercredi, Orano a précisé que depuis plusieurs mois, il alerte sur les ingérences, ce sont les termes utilisés, que le groupe subit dans la gouvernance de la Somaï, dont il est actionnaire majoritaire et opérateur au Niger. De manière donc générale, les autorités nigériennes ont repris le contrôle de cette filiale. On va commenter cette actualité. Qu'est-ce que cela implique? Effectivement, cette bataille finalement a-t-elle pris fin du côté du Niger? On en parlera et puis on dira un mot cette fois-ci au Cameroun, une affaire également entre eau de gestion, cette fois-ci l'affaire Bolloré avec le port autonome de Douala, une nouvelle affaire, en tout cas la décision finalement est tombée du côté de Paris. Le port de Douala gagne donc le procès contre Bolloré devant la justice française. Eh bien, DIT est condamné à verser une somme de 50 000 euros, bien sûr, au port autonome de Douala. On va y revenir tout à l'heure également dans le cadre de cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour chers téléspectateurs, chers téléauditeurs et auditeurs, parce que vous nous suivez également à travers la 96.3 FM For You Radio. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de passer la parole tout à l'heure à nos invités pour aborder le thème principal de ce matin, on va quand même présenter le sujet d'accueil parce qu'on en parlera également lorsqu'on fera la présentation de notre panel. Alors, on ira du côté du Tchad. Tout à l'heure, on prendra le communiqué, mais laissez-moi vous présenter de manière brève. Le Tchad a donc créé une commission de supervision et tourné ainsi une page de son histoire en mettant fin à cet accord de coopération militaire qui liait donc le pays à la France depuis 1960. Eh bien, une commission supervisera donc la rupture de cet accord militaire. Le Tchad va donc plus loin avec la création de cette commission spéciale qui a été installée pour dénoncer l'accord militaire, du moins faire en sorte, du moins la mise en œuvre de la rupture de cet accord de coopération militaire entre le Tchad et la France, une décision qui intervient bien sûr dans le cadre de ces efforts à renforcer la souveraineté nationale, mais aussi à réorienter les partenariats stratégiques du pays. Avant de prendre le petit communiqué, on va choisir quelques extraits. On va rapidement saluer les invités avec nous sur le plateau. Monsieur Aïssi, sur ce plateau, bonjour. Bonjour Madame Siké, je salue mon co-panéliste que vous présenterez jusqu'après moi. Je salue l'équipe technique qui fait un travail
quelque peu ingrats, ils sont en back-office, alors que nous sommes en vitrine. Je n'oublie pas le top management qui nous a donné l'opportunité de cette tribune, d'éveil de conscience, d'éducation politique, mais surtout d'information. La bonne, bien sûr. Je salue l'Afrique, je salue le monde. Quand je l'ai dit, Madame Siké, je voudrais m'attarder sur quelque chose qui semble anodin, mais qui, de notre point de vue, doit pouvoir révéler une importance capitale dans la dynamique qui est la nôtre. Nous qui sommes engagés dans la guerre cognitive, n'est-ce pas? Depuis quelque temps, j'ai observé sur les plateformes, différentes plateformes de forum médias, que vous avez des trolls qui s'invitent et sous le visage de pseudo-panafricanistes et qui se donnent la liberté carrément de critiquer, quelquefois d'insulter les panélistes. Je voudrais tout simplement leur faire comprendre qu'ils ne nous ont pas engagés dans ce combat. C'est nous qui avons pensé qu'il y avait quelque chose à faire. Et nous sommes allés à l'abordage. Et chaque matin, on se réveille à 4h pour 7h pour être sur ce plateau. Ils doivent pouvoir respecter déjà cette présence, ce courage que nous avons. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. C'est aussi ça, le panafricanisme, c'est-à-dire la tolérance, j'ai envie de dire le respect de la contradiction. C'est le temps que si nous sommes engagés dans la même dynamique qui veut la libération, la sécurité des peuples noirs, des peuples africains. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'ils respectent ce sacrifice que nous consentons tous les jours, ce sacrifice qui est consenti par le management, n'est-ce pas, de cette télévision. Parce qu'une télévision, c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, je voudrais tout simplement les inviter à faire œuvre utile. S'ils pensent qu'ils peuvent nous apporter une contribution essentielle, qu'ils fassent œuvre utile en nous apportant des contributions constructives. S'il y a des critiques à formuler, que ce soit également qu'ils le fassent avec beaucoup de courtoisie. Non pas, il ne faut pas que ce soit des critiques ou des déclarations, j'ai envie de dire des propos biscornus et un peu équivoques. En tout cas, c'est important que je leur dise, parce que nous respectons justement les opinions des uns et des autres sur le plateau. C'est ça notre leitmotiv. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Aïssi. Merci pour ce, on va dire, ce coup de gueule quand même. Merci de le rappeler. C'est très important. Le docteur Yamtimba vous accompagne sur ce plateau, nous accompagne sur ce plateau. Bonjour, docteur Yamtimba. Bonjour, Madame Siké. Bonjour à Triple A. Bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Alors, on va commencer avec l'actualité au Tchad. On l'a annoncé tout à l'heure pour notre sujet d'accueil, peut-être avec le concours de la réalisation, prendre le communiqué, bien sûr, qui a été un communiqué signé de l'ambassadeur à l'Allemagne, Alina. Le 4 décembre du côté de N'Djamena, on peut voir, on va prendre quelques extraits, on va au niveau du moins, le Premier ministre chef du gouvernement, déjà pour situer, qui a signé en tout cas, qui a pris cet arrêté. Arrêté, article 1er, il est créé donc une commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire, de la convention et de ses annexes entre le Tchad et la France. Article 2, la commission a pour mission de notifier officiellement la dénonciation de l'accord militaire, de la convention, de ses annexes auprès des autorités françaises par voie diplomatique. Second point, élaborer un plan de travail pour la cessation des obligations prévues par la Convention. Notre point, identifier et gérer les aspects juridiques, sécuritaires et logistiques liés à la dénonciation. Et l'autre point, le dernier de cet article 2, coordonner avec le partenaire français pour garantir un retrait ordonné des engagements bilatéraux. Article 3, placé sur l'autorité directe du Premier ministre, chef du gouvernement. La commission donc est composée comme suit. Le président, le ministre d'État, ministre chargé des Affaires étrangères, vice-président, ministre chargé des Affaires des Armées, le rapporteur, un rapporteur premier adjoint, un rapporteur deuxième, bien sûr, adjoint, et plusieurs autres membres ministres qui font partie de ce gouvernement. L'article 4, la commission est appuyée dans sa mission par une sous
sous-commission technique d'appui mise en place par décision de son président. Article 5, le président de la commission rend compte régulièrement au Premier ministre de l'état d'avancement des travaux. Article 6, la commission peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Article 7, les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par le budget de l'État. Et enfin, article 8, le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de la signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 4 décembre 2024. Monsieur Aïssi, peut-être commencer avec vous sur cette actualité, cette commission spéciale justement créée au Tchad pour dénoncer ces accords militaires avec la France. Écoutez, je pense que c'est une très bonne nouvelle, comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises dans le cadre de cette tribune. Maintenant, le gouvernement tchadien va plus loin, oui, en créant une commission dédiée. Mais j'ai le sentiment que c'est trop de bureaucratie. Expliquez-nous. C'est trop de bureaucratie. Lorsque nous lisons l'article 2 de cet arrêté, notamment, je crois que c'est l'alinéa 1, qui indique que cette commission est également chargée de notifier officiellement aux autorités françaises, par voie diplomatique, n'est-ce pas, la dénonciation, n'est-ce pas, de cette convention, etc. Je crois que après la dénonciation par le Premier ministre tchadien, suivi du discours du président de la République du Tchad, je crois qu'un seul courrier aurait consisté à régler ces petits détails. Vous pensez que cet arrêté, le problème, c'est quoi avec cet arrêté? Je crois que lorsque les révolutionnaires de l'AES ont décidé de bouter hors des territoires, de l'armée française, on n'a pas eu besoin de créer une commission. On a signifié à la France tout simplement qu'on n'a plus besoin de vous ici. On n'a plus besoin de bases militaires françaises, de ces militaires. Et puis, ils ont été officiellement notifiés. Et justement, par voie diplomatique, on n'a pas été obligé de réfléchir sur les aspects juridiques, logistiques et consorts. Donc, ça fait beaucoup trop de bureaucratie. Et puis, ça va être encore également... la mise en place de cette commission va être sous des dépenses. Okay. Donc, nous pensons que, dans tous les cas, on ne va pas faire peu de, n'est-ce pas, de modestie. Il s'agit d'une victoire d'étape. Ce qu'il faut retenir, c'est une victoire d'étape qui consiste... qui rentre dans le processus de décolonisation, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, du continent africain, du moins cet espace-là, qui est encore occupé par le colon. C'est un processus, c'est une victoire d'étape, parce que c'est une victoire symbolique. C'est d'autant que nous avons encore nos divers piliers de souveraineté qui sont entre les mains de la France. Oui. Et ces différents piliers de notre souveraineté, c'est la diplomatie, c'est la sécurité, c'est l'économie, c'est la politique. La preuve, c'est que la France peut se permettre de donner de bons et de mauvais points à certains dirigeants sur le continent africain au terme d'un processus électoral. Ça veut donc dire qu'ils ont encore un droit de regard dans nos affaires internes. Donc, il faut décoloniser absolument et totalement et entièrement le continent africain. Mettre en place une commission, je crois que c'est la méthode choisie par le gouvernement tchadien. Je le répète, on aurait pu faire l'économie de cette commission qui va prendre un budget conséquent. On se serait limité tout simplement, par voie diplomatique justement, à signifier par les canaux habituels aux autorités françaises que nous demandons votre départ, n'est-ce pas, du territoire français, du territoire tchadien autant pour moi, tout simplement, c'est tout. Pas besoin de créer une commission. Mais ce qui importe également de questionner, au-delà, n'est-ce pas, de cette effervescence que peut susciter cette actualité, c'est quoi le point de chute des militaires français après le Tchad? C'est une question fondamentale. Après le Niger, ils sont allés au Tchad. Et je ne suis pas certain que ce soit seulement 1000 militaires qui soient présents du côté du Tchad, y compris avec le personnel civil. Maintenant, il y a une partie, nous dit-on, qui est rentrée dans l'Hexagone. Maintenant, après le Tchad, où vont-ils aller?
C'est une question fondamentale. Puisqu'ils n'ont pas l'intention de quitter le territoire africain pour rentrer chez eux. Ce sera au Nigeria voisin, au Cameroun. Où vont-ils aller? Je crois que c'est une question essentielle que nous devons intégrer dans le cadre de nos débats, questionner la prochaine étape, la prochaine destination de ces forces. J'ai l'habitude de vous le dire, Madame Siké. Oui. L'armée française, c'est le porte-étendard de la diplomatie française au niveau des instances internationales. Faire partie des bases françaises sur le continent africain, Djibouti, Tchad, Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire, c'est diluer absolument la visibilité diplomatique, n'est-ce pas, de la France. Et je vous fais comprendre que ce n'est pas facile pour ces gens-là maintenant. Ils ont compris que nous sommes déterminés, mais alors très déterminés à ce que sur le territoire africain, qu'il n'y ait plus de bases militaires étrangères, pas seulement françaises. Quelle que soit leur nature, qu'elle soit américaine, britannique, allemande et consorts, on n'en veut plus. Parce que j'ai l'habitude également de le dire, Madame Siké, les relations internationales sont fondées sur les principes de réciprocité. Et si les pays africains n'ont pas de bases militaires étrangères sur le continent européen, il n'y a pas de raison qu'il en ait sur le territoire africain. Je crois que le président Diomaye Faye leur a rappelé ça. C'est-à-dire que, est-ce que le Sénégal a des bases, a des chars, des militaires qui se baladent sur le territoire français oui. Ou bien américain, je ne sais pas quoi. Non, ça n'existe pas. Parce que ça ne peut pas être admis ni accepté par l'opinion publique, ni américaine, ni française. Donc, plus de 60 ans après les indépendances, je pense qu'aujourd'hui, ce dont les armées africaines ont besoin, c'est de l'armement. N'est-ce pas, de dernière génération, parce que la plupart de ces hommes sont bien formés, mais alors très bien formés. Je crois que dans le contexte de la guerre contre Boko Haram ou des djihadistes dans le Sahel, le Tchad était en première ligne. Tout à fait. Et il a payé un lourd tribut. Mais ce qui a souvent fait défaut à ces armées-là, c'est des moyens financiers qui ne sont pas conséquents, et surtout le matériel approprié et adéquat. Donc, c'est tout ce dont ces armées ont besoin. Pour ce qui concerne l'expertise, elles en ont ces armées. Donc, je pense que, pour chuter, et je reviens là-dessus, une commission chargée de revoir de fond en comble cette dénonciation de l'accord militaire, les conventions et annexes, n'est-ce pas, de la coopération militaire avec la France, de notre point de vue, c'était pas nécessaire. C'est lourd. Non, c'est très lourd, c'était pas nécessaire. Merci à vous, Albert Anatola, ici pour ce point de vue. Dr Yom Timba, c'est pour vous voilà, la création de cette commission spéciale pour dénoncer l'accord militaire, bien sûr, avec la France. N'Djamena veut aller jusqu'au bout, Dr Yom. Oui, ça se voit. Maintenant, il faut que la méthode soit affûtée. Oui. Il faudrait faire attention au niveau de la méthode. On voit qu'ils veulent aller très très vite, mais ils risquent de peut-être alourdir et créer des failles de sécurité, des brèches de sécurité dans leur processus. L'accord avec la France a des dispositions de résiliation de cet accord-là. Donc peut-être qu'on aurait pu juste les appliquer. Okay. Et la négociation d'un nouvel accord ne devrait pas être mêlée à la dénonciation de l'ancien accord. Parce que si vous voulez avoir un nouvel accord, ça c'est après. Vous faites une chose et ensuite une deuxième. On ne peut pas mêler les deux. Si vous mêlez les deux, vous créez des failles de sécurité, enfin des risques de sécurité. Pourquoi? Vous avez mis en place une commission, ce sont des fonctionnaires. Oui. Il faut faire attention. Il y en a qui ont été formés en France ou qui ont fait des séjours en France. Il faut faire attention. La meilleure façon de mettre fin à ça, vous appliquez simplement, vous activez les dispositifs, les mécanismes prévus pour mettre fin à ça. Est-ce qu'on a prévu de créer une commission? De ce que j'en sais aujourd'hui, non. Donc je ne sais même pas s'il y avait besoin d'une autre notification. Autant que je le sache, il y a eu une lettre. Il y a eu une lettre officielle. Oui.
Oui, il y a une sauf si je me officielle. trompe. Il y a eu une lettre officielle qui venait, je crois, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, non? Ou des Affaires étrangères? Non, en fait, c'est le ministère des Affaires étrangères qui doit être l'interlocuteur de l'État tchadien. Donc, je crois qu'il y a eu une lettre officielle. Je ne vois pas ce qu'il fallait de plus, en réalité. Okay. La difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est plutôt... serait plutôt, là, ici parlait de manque de moyens, etc. Le problème, c'est qu'il faut que les Africains créent les conditions, les cadres dans lesquels ces moyens peuvent être produits. Tant que nous sommes dans des conditions isolées, comme le Sénégal qui le dit, le Tchad qui le dit, le Centrafrique l'a fait, mais il y a, vous voyez qu'on est même capable de sortir des choses qui peuvent mettre à mal des gens qui sont censés avoir fait partir l'armée française il y a très longtemps. Oui. Donc, il faut... au-delà des aspects financiers, au-delà du tralala juridique qu'il ne faut pas créer et qui ne servirait à rien, on vous a dit, on dénonce un accord dont vous partez. Tout le monde sait que bon, là, vous parlez de 1000 militaires, mais je crois que j'ai lu beaucoup d'entrefilets qui parlaient de 3000. Donc, au fond, personne ne sait combien il y en a. Il y a 3 bases. Puisqu'en réalité, les États africains ne savent jamais combien de militaires il y a, puisqu'on ne les compte pas. Quand ils arrivent, on n'appelle pas l'armée du pays pour dire comptez les gens qui arrivent. Non. Donc, nous étions tous surpris du nombre qu'il y avait au Niger. On ne savait pas qu'il y avait autant de militaires français au Niger. Oui. Donc, ils peuvent toujours aller au Gabon, en Côte d'Ivoire. Ils peuvent toujours aller à Djibouti. Ils peuvent toujours aller à La Réunion, aux Comores, etc. Il y a beaucoup de points de chute en Afrique. Le problème, justement, avec ça, c'est que tout de suite, vous voyez qu'on a un gros problème en Afrique centrale si on prenait simplement une sous-région. Si ces gens peuvent se retrouver au Gabon, mais ils renforcent simplement le contrôle de la France sur le golfe de Guinée et à partir de là, sur l'Afrique centrale. Stratégiquement, il y a quelque chose qui a certes changé parce que ce n'est plus le Sahel qui est directement contrôlé, mais l'Afrique centrale reste dans l'œil du cyclone. Donc il faudrait qu'on sache que les efforts que le Centrafrique a d'abord fait, que le Tchad est en train de faire, doivent être appuyés par tous les Africains. Ils peuvent même se retrouver à RDC où ils ont créé une école de guerre. Vous vous souvenez? Non, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de failles. Il n'y a pas en Afrique une approche concertée qui permette effectivement de faire clairement savoir qu'ils ne doivent pas être là. Oui. Peut-être que leur présence à Djibouti est particulière, et pas tout à fait comme dans la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal ou le Tchad, mais il faut quelque chose de différent. L'AES, l'histoire nous démontrera que ça a été probablement l'une des idées les plus géniales qu'on ait eu en Afrique, et c'est probablement le processus le plus pertinent qu'on ait eu en Afrique depuis très longtemps. Parce que le fait que ces 3 pays se soient rassemblés a permis de faire savoir à tous ceux qui résistaient, pas seulement les Français, les Américains, etc. Il y avait l'Union européenne qui résistait, il y avait l'ONU qui résistait. Ils ont très vite compris qu'ils font face à un bloc. Or là, stratégiquement, tout le monde sent que, et on n'a pas vu, tout le monde sent que le Tchad fait son affaire un peu seul, peut-être soutenu en arrière-plan par Moscou ou par la Chine ou par d'autres. Mais là, on ne sent pas, on n'a pas vu les Africains, on n'a pas vu le Cameroun, on n'a pas senti la CEMAC ou la CEAC lui apporter du soutien. Un soutien, oui. Et c'est ça qui manque souvent. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le Tchad surtout, mais on a quand même, sur le plan de la décolonisation, sur le plan stratégique, comprendre que la décision que prend le Tchad n'est pas utile qu'au Tchad tout seul. Tout à fait. Cette décision-là, elle est utile, c'est un élément fondamental, c'est un élément important qui soutient ce que le Centrafrique a fait, qui va venir donc permettre à tous les autres pays de pouvoir se parler d'une même voix et de montrer que c'est une dynamique sous-régionale de reconquête de la souveraineté, et même, ils peuvent exploiter cette information, cette action du Tchad autrement. Nous sommes en plein dans, on ne sait pas très bien, enfin, eux, ils ne savent pas très bien, ceux qui dirigent la CEAC, ils ne savent pas comment faire la fusion CEMAC-CEAC. Mais voilà un élément qui pourrait les aider. Il suffit que la CEAC prenne position sur ce genre de choses, tout de suite, ça organise les opinions. Parce que là, l'opinion va se dire,
Ah ouais, ça veut dire que ça nous concerne tous. Si le citoyen burundais, vous lui faites savoir que le fait de fermer les bases militaires françaises au Tchad le concerne, vous le faites savoir à l'Angolais, à qui on est en train de voler dans les histoires de couloirs de Lobito, qu'en réalité, c'est la même problématique de fond. C'est la même problématique de fond. Et donc, parce que les histoires de couloirs de Lobito, après, vous allez entendre qu'il y a la sécurité privée là-bas. Bon, ça change juste de forme, mais c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'en créant cette conscience commune et collective, ça donne plus de force au Tchad. Au fond, on n'aura pas directement besoin même de partenaires russes, chinois, iraniens ou je ne sais pas autres. On aura besoin de sentir que les Africains ont avancé. Ce n'est pas parce que les Russes sont au Mali ou sont amis des Burkinabés que l'AES fait peur au monde. Ce qui fait peur au monde, c'est le fait que 3 pays africains décident de s'unir. C'est le fait que vous avez des dirigeants africains qui disent « Nous ne rentrons pas dans un syndicat de chefs d'État qu'est la CEDEAO. Nous sommes au service de nos peuples. » Est-ce que la fermeture de la base, ou des bases, puisqu'il y en a 3, des bases militaires françaises au Tchad, va dans le sens de dire « Nous sommes au service de notre peuple » ? Ah, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose de nouveau. Et si donc les dirigeants de la CEAC percutaient, c'est là où ils diraient bien, les peuples nous demandent quelque chose. Là, il y a une action extrêmement forte. Essayons de nous appuyer dessus pour modeler l'opinion et pour envoyer un message au monde. Est-ce qu'ils le font? Et c'est la seule manière, si nous faisons la CEAC, d'avoir les moyens pour protéger notre sous-région. Je voulais ajouter à votre actif que cette décision du Tchad intervient dans le double contexte que vous savez, c'est-à-dire le projet de sortie de la force multidimensionnelle mixte après les attaques contre l'armée tchadienne. Ça peut être un élément qui peut-être motive, n'est-ce pas, le gouvernement tchadien de ne pas vraiment associer les autres parce qu'il estime qu'ils ne sont pas assez actifs, ils ne sont pas proactifs. Non, c'est aux autres. Oui, non. À la limite, ça ne ferait pas problème dans ce sens-là. Oui. En fait, ça renforce justement cette critique. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas intervenus? Pourquoi on n'a pas activé cette force-là? Oui. Et donc, l'idée, c'est aux autres, en fait, de réagir. Le Tchad peut éventuellement les informer. Mais lorsque vous êtes dans une dynamique collective, mais l'un des acteurs pose un acte, vous faites quoi? Mais vous lui apportez du soutien. Absolument. Mais lorsqu'il y a une catastrophe quelque part dans le monde, est-ce qu'on invite les chefs d'État africains pour qu'ils aillent pleurer là-bas? Mais ils se lèvent tout seuls, ils vont pleurer là-bas. Donc quand le Tchad pose un acte comme celui-là, ils devraient se lever et danser cette fois. Mais là, ils ne font rien justement, et c'est ça qui fait problème. En réalité, je ne crois pas que le Tchad a besoin d'informer officiellement les autres. Le Tchad a posé un acte. En fait, l'information est là. Vous en faites quoi? Mais c'est pas. On a vu aussi, hein, peut-être avec la République centrafricaine, il y a eu quand même des efforts du gouvernement de Bangui qui a quand même bataillé avec ses partenaires classiques, si on peut le dire. On a eu l'impression que Bangui avait été quand même abandonné. Aujourd'hui, on voit un État centrafricain qui semble, d'après qu'on lit, ce que disent les observateurs, retourner encore vers l'ancien partenaire. Est-ce que justement ce n'est pas aussi cet état de choses, le fait que ces pays ne se sentent pas souvent soutenus et se retrouvent seuls dans une situation et à la fin, voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'absence de décisions concertées. Avant de prendre l'initiative, est-ce que vous êtes concerté avec vos pairs de la sous-région? Parce que vous appartenez à une communauté. Ouais. C'est parce que très souvent, on confond les dynamiques des relations bilatérales et les dynamiques des relations multilatérales. Okay. Et très souvent, quand il s'agit des dynamiques de relations bilatérales, ça devient un peu plus sensible. Okay. Or, dans le contexte actuel, il faut quand même, c'est très souvent difficile d'établir la ligne de démarcation entre les dynamiques multilatérales et bilatérales, surtout lorsqu'il y a les influences géopolitiques. Et là, dans le contexte que vous évoquez, je pense qu'il y a eu une sorte de concertation. Comme vous le savez, le président centrafricain est régulièrement au Cameroun. Je crois qu'il se concerte avec le président camerounais et il concerte ce côté régulièrement. Maintenant, quelle est la posture? C'est ça la question fondamentale. Quelle est la posture du chef de l'État camerounais sur ces questions, notamment liées à la souveraineté? Certainement, peut-être l'approche
que nous reprochons souvent au président centrafricain est la conséquence des conseils que lui donne, comme il appelle le patriarche, n'est-ce pas, Paul Biya, j'en sais rien, que lui, très souvent, il privilégie, n'est-ce pas, les dynamiques souterraines en lui et puis là, des dynamiques un peu plus révolutionnaires, j'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est fondamentalement le problème de la plupart des gouvernements africains, c'est-à-dire il n'y a pas une convergence d'intérêts, il n'y a pas une convergence des vues, et du coup, lorsqu'il y a une nation qui est posée, ça donne l'impression qu'on va de manière isolée. C'est le sentiment que nous avons du Tchad, c'est le sentiment que nous avons également de la République centrafricaine, mais qui ne nous a pas quand même convaincus, je parle pour le cas de la République centrafricaine, qui ne nous a pas convaincus. Je crois que ça fera peut-être l'objet de la thématique demain. On ne peut pas comprendre que vous êtes dans une dynamique de rupture, de moins, c'est ce que nous pensons. Vous êtes dans une dynamique de rupture et que derrière, il y a un document qui circule donnant état de ce que votre pays est devenu un territoire pour expérimenter les armes. Bon, bref, je pense qu'il y a un paradoxe. Ouais. Il y a un paradoxe. Je crois que peut-être lorsqu'on va mettre en débat cette thématique, on en parlera davantage. Tout à fait. Bon, juste un mot, hein, madame. D'accord, pour fermer là-dessus. Oui. Si nous abordons la question de façon, comment dire, ouverte, on a un gros problème en Afrique avec les dirigeants actuels. Et il faudrait qu'on puisse peut-être trouver un moment pour le leur dire. Je crois que les Africains devraient organiser des contre-sommets de l'Union africaine. Parce qu'il y a quelque chose chez nos dirigeants qui est quand même désagréable. On a l'impression qu'ils ne se concertent pas. Maintenant, s'ils se concertent et qu'ils ne le disent pas, ça ne change rien à la perception que le public a de leur comportement. Des éléments comme fermer les bases militaires françaises au Tchad sont des éléments potentiellement déclencheurs de rébellion au Tchad. Oui. On sait qui déclenche ces rébellions. Il n'y a pas de Tchadien qui déteste tellement le Tchad, qui veut déchirer le Tchad. On sait qu'il y a besoin que le Tchad soit à feu et à sang. Alors, donc, potentiellement, il y a tout ça. Sauf que si vous faites ça, ça déstabilise la sous-région. Il y a des flots de réfugiés au Cameroun, en RCA, et tout ça. Et vous avez le Soudan qui est enfin à côté. Pardon? Vous avez le Soudan à côté. Et tout cela, donc, ça déstabilise en fait. Si je reste même en CEMAC seulement, ça déstabilise au moins ces deux pays-là. Or, si vous avez 3 pays, il n'y en a que 6. Et ça, c'est les 3 pays. Il y a les 2 pays les plus peuplés. Le Centrafrique, c'est petit. Le troisième pays le plus peuplé, c'est le Congo. Donc, si déjà vous avez 3 pays sur 6 qui sont déstabilisés par une rébellion au Tchad, ça crée un sérieux problème. Donc, certains types de décisions devraient être des opportunités pour se concerter. Là, je suis d'accord avec cette approche-là. La difficulté, c'est que manifestement, on n'a pas cette habitude, à moins que ce soit effectivement à travers des messages ou de façon discrète que ces chefs d'État discutent et prennent des décisions. Maintenant, quand une décision est prise, qu'importe le mode sous lequel ça a été pris, on n'a pas besoin, on a passé 2-3 coups de fil, on a envoyé des messagers informer les autres, dont le public n'est pas au courant, c'est des tractations secrètes ou discrètes. Il reste quand même que quand le problème est désormais mis à nu, quand l'information est désormais officielle, vous ne pouvez pas rester tranquille sous le prétexte que nous avons donné notre accord discrètement ou secrètement. Parce que si vous le faites, ce que vous faites, c'est que vous brisez, et c'est ça, ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose d'inacceptable pour les peuples. Vous brisez les possibilités de connexion entre les peuples. Puisque vous ne dites rien, vous les autres dirigeants, vous ne dites rien. Donc vos peuples ont l'impression que c'est une décision unilatérale de celui dont on parle, oui, alors que probablement vous en avez discuté ou alors il vous a informé. Oui. Ça veut dire que les chefs d'État qui sont là n'ont aucune confiance en leur peuple. En fait, ce qu'ils craignent, c'est quoi? C'est que si il y a des connexions qui se nouent entre les peuples de la sous-région, leur pouvoir n'est plus assuré. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable venant de la part, une telle manipulation politicienne de la part de nos dirigeants est inacceptable. Parce que c'est l'impression qu'on a.
vous vous rendrez compte dans 10 ans que peut-être le Tchad avait envoyé, que tous les chefs d'État avaient été informés, peut-être même plusieurs jours à l'avance, qu'ils avaient même reçu ce communiqué avant qu'il ne soit lu, mais personne n'a réagi. Mais lorsque Déby s'énerve par rapport à la force multinationale, il s'énerve parce que ces gens-là ne bougent pas. Ils n'avaient même pas besoin d'envoyer des soldats, il suffisait qu'il y ait un communiqué, ne serait-ce que de la CEMAC. Mais pourquoi il n'y a jamais eu ne serait-ce qu'un communiqué? Donc, parce qu'au fond, ces chefs d'État, leur problème réel, c'est que, imaginez aujourd'hui que les opinions, prenons même une partie de ces opinions, que les jeunesses camerounaises, gabonaises, équato-guinéennes, congolaises, centrafricaines, tchadiennes, puissent en un seul mouvement se soulever et dire nous ne voulons plus de telles choses en Afrique centrale. Je ne suis pas tout à fait sûr que le Tchad, lui, veut se débarrasser des bases militaires françaises. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'est le cas du Gabon. Et si eux, le Tchad et le Gabon ont des bases militaires, les autres ont quoi? Mais les autres ont les voies ferrées, ont les ports, ont les opérateurs de téléphonie mobile, ont 1 million de choses qui justement viennent encore de cet espace de colonisation et qui pompent autant que ces bases, qui pompent l'énergie des citoyens de cette sous-région. Et il y a là, pire encore, il y a le franc CFA qui unit tout ce monde-là. Il y a l'OADA, qui est une histoire bête et terrible. Je ne sais pas comment les Africains font pour accepter ça. Mais il y a quand même ces affaires-là. Et vous voyez que si vous avez une dynamique de toute la jeunesse de la sous-région, tous les chefs d'État ont peur de perdre leur pouvoir. Ce n'est pas normal. Et le problème du Tchad, qui semble simple, là, elle ne les concerne pas. Si vous ne faites pas attention, lorsque les opinions vont se saisir de cette affaire, que les chefs d'État, là, croyez-moi, qu'ils tremblent pour leur pouvoir. Merci à vous, Dr Yantimba. Et on va fermer cette page consacrée au sujet d'accueil de ce matin. Et directement, on va prendre le thème principal. On l'a annoncé à l'entame de cette édition. C'est du côté du Niger, où les autorités ont repris le contrôle de l'entreprise française Orano. Eh bien, c'était via un communiqué publié mercredi. Orano a précisé que depuis plusieurs mois, il alerte sur les ingérences que le groupe subit dans la gouvernance de la sommaire dont il est actionnaire majoritaire et opérateur au Niger. Les décisions prises lors du conseil d'administration de la société ne sont plus appliquées et de fait, Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes en ont pris le contrôle opérationnel, indique donc Orano dans son communiqué. Monsieur Aïssi, on ouvre avec vous, bien sûr, sur cette partie. Est-ce qu'on peut dire que le Niger reprend donc définitivement, par rapport à cette affaire, sa souveraineté, puisque le pays, du moins les autorités, reprennent la main, si on s'en tient à ce communiqué, bien sûr, d'Orano? Il y a quelque chose qu'il faut déjà corriger dans ce communiqué. Allez-y. Qui n'est pas dit, il y a quelque chose dans ce communiqué, qui n'a pas été dans ce communiqué, autant pour moi, qu'il faut absolument relever. Okay. L'État nigérien n'était pas présent au dernier conseil d'administration, où ces décisions ont été prises. Ok. L'État, le gouvernement nigérien n'était pas représenté. Il était absent. Donc, ce qui veut dire, ce que ça veut dire, ça dit que les décisions prises dans le cadre de ce conseil d'administration ne l'engagent pas du tout. Oui. Puisque, auparavant, le gouvernement nigérien avait déjà retiré le permis d'exploitation d'uranium sur certains sites d'exploitation d'uranium au regard des précédents. Cela n'apparaît pas dans ce communiqué. La deuxième chose qu'il faut indiquer, et que Orano ne dit pas dans ce communiqué, c'est qu'il n'est que concessionnaire de l'exploitation de l'uranium nigérien, qui est la propriété de l'État nigérien. De l'État nigérien, oui. C'est important de le dire. Oui. Parce que présenter les faits comme ça relève de la manipulation. Ok. Orano est concessionnaire de l'exploitation de l'uranium du Niger. Il n'en est pas le propriétaire.
Alors, lorsqu'on dit qu'il détient 64,3%... Ça ne fait pas de lui le propriétaire, il est actionnaire majoritaire. Ça ne fait pas lui le propriétaire. Bien sûr. On peut remettre en question ses actions. Et je crois que c'est ce que le thème nigérien est en train de faire. Okay. C'est-à-dire nationaliser l'exploitation de l'uranium du Niger, dès lors que justement les Nigérians sont capables de maîtriser la technologie, puisque tout le temps c'est eux qui sont sur le terrain. Dans une précédente émission relative à cette même thématique, je crois que c'est M. Kamdem qui appelle, c'était exploitateur qui a travaillé dans la mine d'Arli, qui nous faisait comprendre que, après le retrait du permis d'exploitation d'uranium par les autorités nigériennes, il est important de réapproprier l'exploitation, n'est-ce pas, de cette mine d'uranium je crois que c'est d'Arli. Donc, ce qui a été fait, c'est-à-dire réapproprier l'exploitation de cette mine au profit des intérêts et du peuple du Niger n'est-ce pas, et de l'État nigérien. C'est ce qui a été fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question qui préoccupe plus les dirigeants de Renault au travers sommaire, c'est beaucoup plus les questions liées aux pertes, liées à l'argent, si vous voulez. Comme Gamliel dit souvent, ce qui lie, ce qui est intéressant là, c'est l'argent. Quand chaque fois vous parlez de l'argent, ça les intéresse. Donc, leur préoccupation, c'est beaucoup plus des questions liées aux pertes relativement au stock qui ne peut pas être écoulé pour des raisons de conjoncture, de cette crise, si vous voulez. Voilà la préoccupation majeure, justement, des dirigeants d'Orano. Ce qui, de notre point de vue, mérite débat, c'est que ce qui est en train de faire actuellement du côté du Niger, c'est ce que nous demandons régulièrement dans le cadre de nos débats, c'est-à-dire nationaliser l'exploitation de nos matières premières. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait du côté du Niger. Ce n'est pas les clients qui peuvent manquer. Vous avez l'Iran qui est déjà partie prenante dans l'achat de l'uranium du Niger. Vous avez d'autres clients qui frappent à la porte pour payer au meilleur prix cet uranium-là, qui n'était pas vendu. C'était pratiquement donné gracieusement à l'État français, l'uranium qui était exploité au Niger par Renault. Donc, dès lors que ce minerai stratégique se retrouve, dès lors que l'exploitation, j'ai envie de dire, de ce minerai stratégique se retrouve entre les mains de l'État nigérian, ça devient plus intéressant. C'est ça qu'il est question. Je crois que Orano devait davantage nous dire pourquoi est-ce que le personnel n'était pas aussi bien traité. Je parle du personnel nigérien. Pourquoi est-ce qu'il a été délaissé à l'air libre les déchets radioactifs? Pourquoi est-ce que le personnel est régulièrement exposé aux effets radioactifs de l'uranium, c'est le temps que ce dernier travaille sans équipement de protection individuelle. Les questions auxquelles Renault devrait répondre vont beaucoup plus dans ce sens et davantage dans la prise en charge médicale de ce personnel-là. Et surtout, le respect du cahier de charges initial, parce que c'est ça qui est la question. Chaque fois qu'une entreprise multinationale étrangère, notamment engagée dans l'exploitation des minéraux, soit stratégiques ou du pétrole, autre chose, s'engage à le faire, il y a un cahier de charges. Est-ce que Orano a respecté son cahier de charges initial? Je ne pense pas. Parce que le cahier de charges initial, c'était que les communautés riveraines de ces gisements soient les premières bénéficiaires de l'exploitation de cet uranium. Ça n'a jamais été le cas. Bien au contraire. Et non, jamais bénéficié des infrastructures de base, des écoles, des hôpitaux, les routes, des consorts. Jamais. Bien au contraire, avec la corruption qui est ambiante, parce que je crois que M. Kamdou nous l'indiquait dans un précédent débat,
que même certains responsables de l'État nigérien, notamment appartenant à l'ancien régime, aux anciens régimes, étaient complices de cette situation. Donc je crois qu'il faut donc reprendre cette affaire-là en main par les nouvelles autorités pour que justement il y ait une plus-value. D'abord du point de vue de l'État nigérien et surtout du point de vue des communautés et du peuple nigérien. Je crois que c'est le débat qui me semble fondamental. Un débat fondamental, bien sûr, après cette bataille, si on peut le dire, entre l'État du Niger et, on va le dire comme ça, la société Orano, cette multinationale française qui exploitait justement l'uranium du Niger. Je me retourne vers vous, Dr Yom Timba, toujours sur cette question, mais en faisant aussi un parallèle, parce qu'on a l'impression qu'on est... Tout à l'heure, on parlait de la rupture de ces accords militaires. Il y a un vent quand même qui frappe comme ça en Afrique. On a l'impression que les États africains sont engagés à arracher leur souveraineté au Niger, comme vient de le dire là monsieur Aïssi, on le voit d'ailleurs avec les informations. Les autorités ont donc repris le contrôle. Il s'agit de nationaliser justement ce type d'activité, l'exploitation entre autres de l'uranium au Niger. À côté de cela, on fait aussi un autre parallèle parce que c'est une affaire qui a aussi créé beaucoup de remous. On est toujours dans le cadre de la souveraineté. C'est au Cameroun où on voit, ou du moins après cette bataille judiciaire entre le port autonome de Douala et bien sûr Bolloré, représenté bien sûr par DIT, l'on nous apprend que DIT perd donc ce procès à Paris devant le port autonome de Douala. Et il y a plusieurs décisions, du moins je vais prendre rapidement les 3 points de cette décision, les 3 derniers points. En conséquence, annule donc l'indemnisme, du moins l'indemdom, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé, de l'addendum de la sentence finale et de la sentence additionnelle rendue le 15 avril 2022 sous l'égide de la CCI. Dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres griefs devenus sans objet et enfin condamne la société DIT à payer à la société PAD la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépend. C'est une décision, bien sûr, de la Cour d'appel de Paris. Alors, on voit, comme on l'a dit, Dr Yom Timba, ce parallèle-là aujourd'hui, cette souveraineté qui est arrachée par les États africains, petit à petit, à travers ce type d'action ou d'activité. Écoutez, madame, l'Afrique avance, l'Afrique fait son petit bonhomme de chemin. Et je vais faire comme vous, partir du Niger pour le port autonome très rapidement. Je ne resterai pas longtemps sur le Niger parce que c'est une chose dont nous avons suffisamment parlé. Et puis, je crois qu'Aïssi a dit un certain nombre de choses qu'il faut prendre à son compte et donc ne pas rester davantage là-dessus. La première chose, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que les chiffres donnés par Orano soient justes. Je ne suis pas sûr qu'ils soient vrais. La World Nuclear Association dit que de 1978 à 2021, le Niger, il serait sorti du Niger 155 000 tonnes d'uranium. Orano dit que c'est 75 000 tonnes. Il faut savoir qui dit la vérité là-dedans. C'est des informations qu'on trouve sur Internet. Ce n'est même pas des choses qu'on va demander à l'État du Niger. Ça se trouve sur Internet. Alors, c'est extrêmement grave parce que ça fait le plus du double de ce que déclarent les Français. 155 000 tonnes d'uranium sorti du Niger depuis 1978. Les Français, eux, ils disent que c'est 75 000 tonnes. Ça fait problème. C'est comme cette histoire où les gens pensaient qu'en 2021, il y avait eu 17 000 tonnes qui avaient été produites. Les Français racontent que non, c'était plutôt 2 000 tonnes à peu près. Bon, 1130 tonnes à peu près. Donc, il faut qu'on sache exactement qui fait quoi. Parce que si vous prenez 17 000 tonnes, ça fait des revenus de plus de 5 milliards de dollars, près de 6 milliards de dollars, et pour lesquels les Nigérians vont recevoir 89 milliards de francs CFA, alors que
le reste est parti. Et à côté de ça, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je vais vous les lire. C'est écrit ici. J'ai retrouvé ça quelque part. Ici, vous avez quand même le fait que, en plus de tout cela, Orano ne paye de nombreux avantages fiscaux. Ils ne payent pas les droits de douane. Oui. Ils sont exonérés de TVA. Ils sont exonérés de taxes sur les carburants. Or, on sait qu'ils utilisent énormément de carburant. Et qu'en plus, il faut une provision pour reconstitution de gisements en mettant 20 qui leur permet de mettre de côté 20% de leurs bénéfices qui échappent donc à l'impôt sur les sociétés. Bon, je ne sais pas ce qu'ils reconstituent parce que, ici, il le disait tout à l'heure, les déchets sont à l'air libre. Oui. Oui. Et il y a des villages entiers qui sont contaminés. On ne va pas revenir dessus. Les documentaires sont sur Internet. Mais des types qui ne payent pas d'impôts chez vous, rien du tout. Et en plus, sur $300, ils vous donnent 8 cents. 80 cents de revenus. Ce ne s'appelle pas un partenariat. C'est tout simplement du pillage et une exploitation pure, claire et simple. Il y a pire dans cette affaire. Dans cette affaire, alors Orano est contrôlé à 90% par l'État français. Parce que quand on dit Orano, là, les gens ont l'impression que c'est 90% par l'État français. Au nom de quoi une entreprise contrôlée à 90% par l'État français va avoir 65, presque 64% ailleurs? Mais il faudrait que, parallélisme des formes, vous êtes contrôlé à 90% par l'État français, eh bien, l'exploitation du REM soit contrôlée à 90% au moins par l'État du Niger aussi. Oui. Comme ça, on parle entre égaux. Mais vous êtes là-bas, vous êtes l'État, et ici, vous ne voulez pas que l'État parle. Parce que c'est ça la situation dans Orano, dans toutes dans les filiales du Niger. L'État du Niger, lui, ne parle pas. C'est pas que partout, hein? Il ne parle pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Toutes les entreprises françaises qui s'installent en Afrique, c'est comme ça. Ils viennent, ils sont privés ou publics, mais pire, parfois, c'est les entreprises publiques. Et quand ils arrivent dans vos pays, les États, eux, ils ne doivent pas parler. C'est-à-dire qu'ils ont une portion congrue. Parfois, vous avez des concessions dans lesquelles l'État n'a même pas 1%. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on paye simplement les frais d'agrément, ils appellent ça d'une certaine façon, et l'État n'a même pas 1%. Et pourtant, l'entreprise qui a agréé est une entreprise publique en France. Mais l'État français a des petites participations dans la même entreprise. Non, c'est que l'entreprise appartient à l'État. Dans le cas de Orano, ça appartient à l'État, c'est 90%. Oui. Et quand eux, ils viennent quand même au Niger, l'État du Niger, lui, il ne doit pas avoir 90%. D'ailleurs, il n'a même pas 50%. Même pas. Donc, vous avez là un dol, c'est comme ça que les juristes, nos amis juristes appellent ça. J'espère que je n'ai pas écrasé vos mots. Un dol, dans une tromperie, utilisant les mots que nous on comprend. Après, ils vont dire qu'on fait excursion dans leur affaire. C'est une tromperie. Et vous allez... Il y a même des informations qui disent qu'au fond, l'uranium nigérien représente 40% de tout ce que la France a déjà vendu comme uranium, a déjà exploité et vendu comme uranium depuis 1971. Mais quand vous vous dites non, c'est 15% à peu près de ce qu'ils ont, l'uranium du Niger, c'est rien. Mais ils vont quand même accepter qu'une ampoule se trouve en France, c'est grâce à l'uranium du Niger. Bon, moi, je ne sais pas très bien comment ils calculent tout ça, mais ça nous pose un sérieux problème de fond. Ça nous pose un sérieux problème de fond. Parce qu'il faut que les Africains, à compter de maintenant, ils aient leur propre cadre de classification. D'abord d'évaluation, de comptabilisation, d'évaluation et de classification. Parce que tant que nous n'aurons pas ça, c'est les autres qui disent. Le fait de dire que le Niger a un potentiel de 2000 tonnes crée un certain bride, limite un certain niveau d'attractivité du Niger pour les investisseurs. Si vous dites que le Niger a un potentiel, peut produire chaque année 10 000 tonnes, 50 000 tonnes d'uranium, les investisseurs n'entendent pas la même chose. Et donc, il faut que ce soit nous qui parlions de nous. Parce que dans tous ces classements européens, c'est toujours très bizarre, l'Afrique est toujours dernière. Et il faut qu'on revoie un peu ce que c'est. Donc, moi, je suis très amusé par le fait que les gens ne voient pas que l'Afrique est dans un processus révolutionnaire de reprise en main de ses ressources et de ses infrastructures. Et c'est ce qui se passe de la même manière que ça se fait au Niger. Et nous applaudissons ce que le Niger fait. Et nous estimons qu'ils vont donc, à la fois d'abord reprendre, restaurer, relancer et protéger ces ressources-là. J'insiste sur protection parce que c'est ça
l'un des problèmes de fond dans le dossier du port autonome contre DIT. Le port autonome du Cameroun, ça fait combien d'années qu'on en parle là, ici? Cette bataille, une dizaine d'années, à peu près, plus d'une dizaine d'années à peu près. Bien. Moi, j'ai relevé deux choses fondamentales, madame, et il y en a deux autres qui, pour moi, sont des choses dont on va discuter. La première, c'est que j'ai remarqué que la décision qui avait été prise en 2021, mais cette décision ressemblait clairement aux décisions que le Code noir avait permis de prendre au lendemain de la fin de l'esclavage. Vous nous rappelez la décision, Dr Yamti? Écoutez, cette décision, elle demandait au port autonome de payer des dizaines de milliards à DIT et demandait à des types qui s'étaient installés dans des infrastructures qu'ils avaient trouvées déjà aménagées au port autonome, que le port autonome leur paye même des chaises, leur rembourse des chaises qu'ils avaient pourtant trouvées. Des murs de bureaux qu'ils avaient pourtant trouvés. C'est-à-dire que parce qu'ils ont travaillé là pendant une quinzaine d'années, pendant lesquelles ils n'ont pas investi l'équivalent de ce que la RTC... Avec le personnel, là. Non, mais j'y arrive. On ne parle pas, puisque le personnel n'est pas tombé, tu n'es pas venu de France de toute façon. Dans une des infrastructures, aujourd'hui, la RTC, en 3 ans, a investi l'équivalent de 44 milliards, là où en 15 ans, ils n'ont pas investi autant. Et on demandait donc au port de rembourser tout ça. Et les évaluations étaient extraordinaires. On demandait par exemple de rembourser des frais d'avocat qui se chiffraient carrément en millions de dollars, 1 million d'euros. On demandait mais quelle était cette histoire dans laquelle quelqu'un vient chez vous. C'est une concession. C'est-à-dire, je vous dis, ok, vous pouvez exercer une activité, je vous donne un cadre, je vous donne des bureaux, je vous installe. Et au moment où vous parlez, je vous dis que votre concession est arrivée à la fin. Ce n'est pas que je vous chasse avant la fin de votre concession. Le contrat est échu. Vous devez partir et la personne dit je ne pars pas. D'autant plus que j'ai d'autres partenaires qui me proposent bien mieux. Sur la liste, vous êtes, je crois, 7e ou 9e. Parce que les autres me proposent bien mieux. Non, c'est pratiquement dernier. Hein. Oui, je préfère prendre le rang. Si je dis dernier, ils vont dire que j'exagère. Le plus important, c'est qu'il y avait des gens qui proposaient mieux. Des gens proposent mieux, mais vous décidez de ne pas partir. C'est une attitude très coloniale, c'est du néocolonialisme pur. Et donc, au terme de cette décision, les gens, on avait appliqué le code noir. Vous indemnisez les propriétaires d'esclaves, et vous n'indemnisez pas du tout les esclaves qui étaient exploités. Donc on a demandé qu'on indemnise M. Bolloré, l'entreprise Bolloré, dont DIT, mais pas du tout le port qui avait été spolié pendant 15 ans. Le port de Douala qui avait été spolié pendant 15 ans. C'est quand même une chose assez incroyable que quelqu'un a installé. Il estime que les outils de travail qui lui permettent de gagner de l'argent, et je dis encore une fois, il faudra que des enquêtes sérieuses soient menées sur toutes les déclarations de toutes les multinationales, particulièrement françaises, qui sont sur nos territoires. On l'a vu tout à l'heure avec Orano. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ça pousse à remettre en question tout ce que DIT a déclaré. Et il faudrait peut-être qu'il y ait un vrai audit qui soit mené là-dessus. Je peux vous assurer que si vous mettez les jeunes étudiants de comptabilité et audit de l'université là-dedans, qui sont en master là, ils vous feront un travail fantastique. Ils n'ont aucun intérêt, ils vont faire un travail fantastique parce qu'ils vont appliquer l'école. Ils ne seront pas bousculés par quelqu'un qui leur dit que j'ai un marché de 10 milliards à côté, dis ceci là-bas et je vais te donner le marché. Ils n'ont pas ce genre de choses, ils vont faire le boulot. Je crois qu'il faut faire cet audit-là. 15 ans, c'est quand même énorme. Et en plus, donc c'est le code noir qu'on a appliqué. On applique le code noir. Les propriétaires d'esclaves doivent être indemnisés, puisque le personnel dont vous parlez, mais c'est le personnel de l'ancienne ONPC, d'Office national des ports du Cameroun. C'est le personnel de cette ONPC, c'est donc du personnel qu'on a trouvé sur place, qui a fait le boulot. Et du port, oui, c'est du port. Et qui a fait le boulot. Et malheureusement, les gens disent aujourd'hui qu'il faut les indemniser pour le personnel. C'est quand même fort de café et tout ça. Et à côté de, je crois que la décision qui a été prise, la toute nouvelle, c'est une victoire africaine, c'est une victoire de la justice, c'est une victoire de l'humanité sur la barbarie. Oui. Parce que cette décision, ça nous montre quand même quelque chose d'assez curieux. Ça nous montre qu'il est possible encore
de pouvoir faire triompher la justice. Là, c'est clair comme l'eau de roche. Mais ça nous interpelle sur 2 ou 3 choses. La première sur laquelle ça nous interpelle, c'est comment nous protégeons nos affaires en Afrique. Oui. Parce que vous avez une histoire là qu'on appelle l'OADA et vous avez personne, aucune entreprise étrangère qui accepte de donner de la compétence à l'OADA. Il faudrait qu'on mette fin à ça parce que l'OADA était un instrument de traçabilité que les Français se donnaient sur l'Afrique. C'est ça qu'ils ont fait. Un pays comme le Cameroun a été un peu, a critiqué un peu en s'assurant par exemple que pour créer SARL, peut le faire à 100 000 francs CFA et non 1 million. Combien de jeunes Camerounais ont 1 million de francs CFA pour aller créer une entreprise? Et ça, c'est le déposit. C'est plus 400, 500 000 à peu près pour les frais. Combien de jeunes Camerounais ont ça? Avec 100 000, c'est quand même possible. Mais on n'a même pas besoin de faire ce déposit. À Singapour, en Finlande, ça n'existe pas. Vous déclarez votre entreprise, c'est tout. Un peu comme faire votre travail, vous n'avez pas besoin de payer un dépôt. Parce que le vrai capital, le patrimoine de votre entreprise, souvent, ce n'est pas 1 million de francs. Donc, il nous faut protéger nos entreprises. Et la protection de nos entreprises est quelque chose d'extrêmement important qui va nous permettre de créer un nouvel environnement juridique, un nouveau droit des affaires, pour que désormais les seuls tribunaux compétents dans nos affaires soient nos tribunaux. Je vous explique pourquoi. Mais au nom de quoi la concession est au Cameroun et on va juger ça à Paris? Non, mais expliquez-moi ça. Mais le conseil d'administration c'est tenu à Paris aussi. Au nom de quoi la concession est à Douala? Vous bouffez l'argent des Camerounais à Douala. C'est-à-dire que tout se fait à Douala et on tient le conseil d'administration à Paris. Et c'est un tribunal à Paris qui est compétent. Non! Le seul tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu d'exploitation de la concession. Et même du lieu de ceux qui vous accordent la commission de fait, oui, c'est ça l'exploitation. Mais ceux qui vous accordent la concession, ils sont où? Ils ne sont pas à Paris. Ils sont au Cameroun. Donc les tribunaux compétents doivent être au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'à quoi sert la justice? C'est une question essentielle. La justice, elle est là pour protéger le peuple. Mais nos infrastructures, c'est quoi? Ce sont les biens du peuple. Donc, si vous avez d'autres tribunaux qui sont ailleurs pour protéger les biens de leur peuple, qui doivent s'occuper de nos affaires, et ces tribunaux ne protégeons pas du tout nos peuples. Or, nos peuples ont besoin de leurs affaires pour vivre. Parce qu'une chose comme le port fait partie de ce qu'on appelle en économie les cadres d'accumulation primitive. C'est-à-dire que quand vous avez un terminal à conteneurs, aujourd'hui, vous avez quand même RTC qui traite autour de 3000 conteneurs jour et il projette d'arriver à 1 million de conteneurs, équivalent 20 pieds là, en 2026. Et si c'était Bolloré, on n'y serait jamais arrivé. Il va falloir investir des dizaines de milliards là pour le faire. Et donc, tous les jours qui se lèvent, vous encaissez de l'argent. Puisqu'il y a 3000 conteneurs qui sont traités. Donc, vous encaissez de l'argent chaque semaine. C'est-à-dire à chaque fois qu'un conteneur est sorti de son navire ou est mis dans son navire, vous encaissez de l'argent. Mais comment se fait-il que vous avez des recettes permanentes, tout le temps, et c'est quelqu'un d'autre qui encaisse? Quelle est cette histoire? Il y a quoi de si compliqué à prendre un navire dans un bateau, à le poser sur un camion et à le faire sortir ou à le prendre sur un camion et le poser dans un navire? Il y a quoi d'extraordinaire là-dedans? Donc tous les ingénieurs que nous avons qui font des études de logistique et transport là, et d'automatisme, d'ingénierie, ils ne savent pas faire ça? Non, le Cameroun a démontré qu'ils savent le faire. Parce que quand on a saboté toute l'infrastructure... Le logiciel d'exploitation. Toute l'infrastructure, tout le logiciel de DIT, en 1 mois, nos ingénieurs ont refait ça. Nos ingénieurs l'ont refait parce qu'il y avait un management qui s'est bien organisé et parce qu'il y avait des jeunes gens qui ont dit « Notre pays, vous pouvez insulter notre pays, mais vous ne pouvez pas l'humilier. Je voudrais que la jeunesse africaine prenne ça. Vous pouvez insulter nos pays. » Tout à l'heure, il parlait de la façon dont on insulte les panafricanistes. Vous pouvez insulter nos pays, mais vous ne pouvez pas les humilier. Nous ne devons pas accepter ça. Et je crois donc que la reprise en main de ce type d'infrastructure et de tout ce qui est patrimoine à la fois infrastructurel et industriel dans nos pays doivent continuer. Le Niger va s'assurer d'avoir, si ce n'est que 2000 tonnes, comme les Français pensent que c'est ça, ça fait 606 millions de dollars chaque année.
606 millions de dollars, 370 milliards à peu près pour le Niger, c'est énorme si on ne fait que 2000 tonnes. Mais si on est dans les histoires où ils faisaient 17 000 tonnes, on ne sait pas comment ils sont 17 000 tonnes et devenaient 2000 tonnes. Si on fait 17 000 tonnes, ça fait 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, on commence à parler de choses intéressantes. Et on commence à dire au Niger que le Niger peut devenir aussi le Kazakhstan. Que le Niger peut utiliser son uranium et son pétrole pour en faire le Qatar. Pourquoi nous devons seulement admirer les autres et ne pas nous aussi transformer nos espaces? Alors, donc, ici au Cameroun, vous avez quand même un port. Vous savez que l'écosystème économique de Douala est solidement ancré autour du port de Douala. Et comment se fait-il que le cœur du port, qui est le terminal à conteneurs, des gens s'y étaient installés, n'investissent rien, et du jour au lendemain, on vous dit que ces gens qui n'investissaient rien du tout, vous devez encore leur rembourser des dizaines de milliards de francs CFA. Il faut qu'on aille dans ce sens en félicitant donc les dirigeants du port, le personnel du port, et en nous assurant que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'on reprend une partie de notre infrastructure et ça nous permet d'avoir en fait un modèle de reprise. Et demain, on va pouvoir reprendre progressivement toutes nos infrastructures, à la fois de services, mais également industrielles. La dernière chose que je voudrais dire, il faut que nos infrastructures soient reprises, restaurées. C'est ce qui est en train de se passer au port de Douala. On restaure, relancées, mais protégées. Nous avons un problème avec la protection parce que ça se fera à deux niveaux. La première, il faut que la monnaie que nous utilisons soit notre monnaie. Parce que, croyez-moi, si Bolloré était ici et devait payer avec la monnaie du Cameroun ou de l'Afrique centrale, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils font là parce qu'en réalité, ils faisaient circuler de l'euro, ils géraient les choses comme ils voulaient. La deuxième chose, nous devons refaire tout notre arsenal juridique pour nous assurer qu'il sera adapté à la situation de toutes les concessions et de tout ce qui est interaction commerciale et avec l'extérieur, mais en faisant comment? Comment vous allez y arriver si vous n'avez pas de nouveaux pouvoirs panafricanistes qui vont donc permettre de nationaliser tout ce qui est important pour nous? C'est là où vous voyez que le programme 10 000 élus panafricanistes est une aubaine pour que nous puissions reprendre les choses en main, les organiser et croyez-moi, n'ayez pas peur pour les ressources humaines. Nous avons non seulement les compétences au niveau local, mais nous pourrons les trouver partout. Même s'il faut aller les chercher en Australie, en Chine, au Bolivie ou n'importe où dans le monde, on les trouvera. Et nous avons une diaspora énorme à laquelle il suffit d'aménager des conditions de retour. Ces gens-là peuvent travailler sérieusement pour développer l'Afrique avec tout ce que nous avons, cette masse de jeunesse entreprenante, dynamique, bien formée, mais qui n'a aucun défi à relever. Merci à vous, Dr Yom Timba. Eh bien, on va aller au standard, hein, les numéros, les codes d'accès, appel direct ou WhatsApp. Le plus 237 683 20 96 61 ou encore le deuxième numéro, le plus 237 693 58 96 68. Vous pouvez également nous avoir par Skype For You TV. On va prendre donc le premier téléspectateur de ce matin au Cameroun, Monsieur Kamdem. Bonjour. Bonjour Manuela. Bonjour à mes deux grands frères, le docteur Yam et puis toi. Vous, comme les deux autres, ne maîtrisez pas exactement qui vous êtes. Vous ne maîtrisez pas l'ampleur de ce que vous faites. Vous ne méritez même plus être... Voyez-vous, Manuela, vous avez cette grande université que nos ancêtres par le passé appelaient l'arbre à palabres. Vous venez d'ouvrir là une très grande école mondiale et malheureusement qui porte d'abord son effigie d'une école panafricaine. Manuela, une université qui n'a qu'une seule matière au coefficient indéfini, laquelle matière s'appelle la conscientisation. Alors, aujourd'hui, vous êtes en train de faire un travail, je ne sais pas comment l'apprécier ou comment le définir, mais je dis, vous êtes même là en train de réveiller les morts qui se précipitent de sortir de leur tombe pour revenir vivre la réalité et les...
vérités qu'ils ont laissées derrière eux. Alors, le cas du Niger aujourd'hui, Manuela, n'est plus à débattre. Oui, je salue la décision du nouveau gouvernement nigérien. Mais en saluant cette décision, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Surtout ce nouveau gouvernement, que s'ils sont là, c'est d'abord le peuple. Peut-être que ce soit l'Umoaren d'exploitation de cet uranium à l'Umoaren, que ce soit la que ce soit une mine abandonnée à 5 km d'Arlit, je demande aux autorités nigériennes de tout faire pour installer les centres médicaux de campagne. Parce qu'il sera question, pas d'éradiquer la radioactivité, la radiation, non, mais il est question d'abord d'avoir une idée sur dosimétrique absorbée par les populations qui, depuis les années 71, sont sur ce site. Parce qu'il est clair qu'une exposition permanente, c'est déjà la mort. Et pour moi, ils sont déjà morts. Mais comme des petits Jésus, on peut toujours trouver des solutions, leur accorder 10, 15 à 20 années de vie, pourquoi pas. Donc, il y a l'urgence sur, n'est-ce pas, le plan médical qu'ils devraient mettre sur place. Il y a une urgence, pas sur l'éradication de la radioactivité, mais sur la diminution de sa teneur à contaminer les populations. Pour cela, je dis, s'ils ont besoin de mon expertise, même de manière gratuite, je descendrai au Niger, je connais très bien, je leur ferai ça, parce qu'il faut n'importe comment injecter des capsules encelées, que ce soit à Kuna, que ce soit à Somalie. Il faut rapidement injecter des capsules encelées pour diminuer le taux de contamination. L'environnement est pollué. Je ne dis pas que je suis un dieu pour l'éradiquer de manière définitive, mais il faut diminuer. Si on a 100% de radiation, le taux de contamination, on peut diminuer ce Satan-là, ce démon-là, à 40% au moins. On aura beaucoup fait. Au moins, on espère qu'il y aura une durée de vie. Quand j'ai fini de vous parler sur le domaine médical, je vais rentrer dans le fond. Orano, qui était à Areva, n'est pas une structure sérieuse, d'ailleurs, comme toutes les structures françaises. Orano n'avait jamais dit à l'État nigérien, bien entendu, parce qu'il y avait la complicité des chefs d'État et des militaires de l'époque. Areva n'avait jamais dit quelle quantité d'uranium il exploitait par an. Mais je vais vous dire qu'il y avait ce qu'on appelait là-bas un avion taxi, un avion de liaison, qui transportait les capsules partant de la chaumière chaque dimanche. Sachant que le dimanche, c'était presque un jour pas trop bruyant là-bas, les gens ne travaillaient pas trop. Cet avion pouvait faire deux tours entre Niamey et Paris, transportant les capsules de jour comme de nuit. Ça, c'est le premier point. Le second point, il est bien vrai que l'État a repris les choses en main, mais il faut revoir avec les accords. Il faut revoir avec ces accords pour les prochains partenaires. Il faut revoir ces accords. L'État nigérien devrait être le propriétaire, comme il est propriétaire. Il doit avoir un regard sur les accords et ces accords doivent être respectés. Tout en privilégiant, n'est-ce pas, les riverains comme étant les premiers bénéficiaires de tout ce qu'ils pourront exploiter de ce côté. Parce que les riverains aujourd'hui sont en train de mourir, ils ne bénéficient absolument de rien. Non pas d'école. Les hôpitaux que j'ai vus là-bas, certes, les bâtiments y sont, mais je vous dis, ils ne sont pas équipés. Rien n'est équipé là-bas. D'abord, quand vous voyez où habitent les médecins infirmiers, c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, j'ai les larmes aux yeux quand je vous le dis, mais j'insiste sur un fait. Il faut que les capsules encelées soient rapidement injectées dans toutes ces zones-là pour freiner, n'est-ce pas, le taux de radiation et de contamination. Bien, prendre la structure à main pour le compte de l'État est une bonne chose, mais sécuriser le personnel travaillant là-bas, le personnel travailleur, est une autre chose. Et j'insiste là-dessus. Pour ces équipements également, il faudrait à l'État du Niger d'avoir une expertise, même gratuite, je dis, de ma personne ou d'autres, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui maîtrisent le domaine, pour surseoir les équipements qu'il faudrait là-bas. Et il faut un système d'abattage tous les jours que tu as créé. On peut parler d'arrosage parce que les poussières sont 2 fois plus dangereuses que le produit qu'on peut avoir de fini. Tout le stock de déchets d'uranium qui se trouve là-bas, je vous dis,
peuvent contaminer tout le Cameroun en 72 heures. Ça, je vous le dis. Parce que les gens croient que c'est le produit fini qui est plus dangereux. Je dis non. Ce n'est pas le produit fini, ce sont les déchets qui sont plus dangereux. Maintenant, il faut pouvoir sécuriser sur le plan juridique la structure qui a été reprise par l'État du Niger. Il faut que ce soit fondé sur des bonnes bases juridiques où quand il y a un problème, ce problème se gère au Niger et non à l'extérieur. Il faut donner la possibilité à nos avocats, à nos magistrats africains de pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper des dossiers de leur continent. Qu'est-ce que les Blancs ont à y faire lorsque je pose mon pied chez mon frère nigérian, on vient de me dire au tribunal en France, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc, j'insiste sur ce fait-là et j'appelle à la conscience du nouveau gouvernement. Il faudrait que cela évite la corruption. Il faudrait bien qu'ils évitent la corruption parce que ça, même ayant pris en main cette structure, rien ne pourra marcher. Alors, raison pour laquelle je vais leur dire, s'ils veulent des expatriés, qu'ils prennent des expatriés africains. Je dis des expatriés africains. En prenant ces structures, je ne suis pas sûr qu'ils ont été formés pour le suivi de cette structure-là. Et il faut des gens à côté, des conseillers qui peuvent leur dire, ça c'est ci, voilà comment on fait ça, voilà comment on fait ça. Parce que je vous l'ai dit par le passé, j'ai ouvert un conteneur sur lequel on avait écrit, on avait mentionné EPI, équipement de protection individuelle. Lorsque je l'ai ouvert, c'était une cargaison d'armes. Et cette cargaison d'armes allait dans le nord pour les rebelles Touaregs. Allô? Et je vous dis, si je n'avais pas quitté ce conteneur. Malheureusement, Monsieur Kamdem, il y a des soucis de connexion avec vous, malheureusement, mais on a encore quelques minutes à passer au standard. Vous pouvez peut-être revenir pour conclure. Mais en tout cas, merci déjà pour votre contribution et les informations que vous nous apportez ce matin. Et bien sûr, on espère que les autorités nigériennes, d'ailleurs, nous suivent, nous savons qu'elles nous suivent, et vous proposez votre expertise justement dans le domaine. On espère que les autorités vont réagir et bénéficier de votre expertise là-dessus. On va poursuivre au standard et prendre notre appelant. Allô? Allô? Ok, merci bien, monsieur. Bonjour For You Media, bonjour Manuel Asike, bonjour Dr Yam, bonjour Trip A. Vraiment, pour la thématique de ce matin-là, je voudrais dire merci à Dr Yam pour son analyse. Mais il faut reconnaître que Orano, depuis fort longtemps, tout le monde le sait, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Et qu'il y a longtemps, ils ont dupé l'Afrique, et particulièrement le Niger. Depuis que le Niger s'est réveillé, a commencé à prendre ses responsabilités. Vous voyez dans quel état se retrouve la France maintenant. Elle en perd de vitesse sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan sécuritaire. Raison pour laquelle ils sont en train de fuir et abandonner toutes les bases qu'ils entretenaient en Afrique ici, au travers des moyens qu'ils puisaient au Niger, au travers de Orano et bien d'autres entreprises en Afrique ici. Et donc, je pense que ce réveil-là doit toujours être maintenu. Et cela aussi doit concerner tous les pays africains, là où se trouvent les entreprises françaises. Parce que ce n'est pas normal qu'une entreprise puisse exister dans un État et n'arrive pas et ne paye, et refuse même de payer les taxes, refuse même de se soumettre aux législations de ces pays-là. Vous avez relevé le cas de Bolloré au Cameroun. Comment est-ce qu'une entreprise qui travaille dans un pays tient son conseil d'administration en France? Et bien plus encore, il ne paye ni impôts en Afrique ici, mais il paye leurs impôts en France. Est-ce que c'est de là-bas qu'ils retirent leurs ressources?
là où ils tirent leurs ressources-là, ils ne font aucun effort, ils ne font aucun aménagement pour pouvoir soutenir l'économie de ces nations-là. Au contraire même, ils sont là pour populariser l'économie de ces nations-là. Donc, je pense que le Niger doit vraiment prendre cette décision et être radical en toutes choses. Et j'encourage tous les autres pays, et surtout l'AES. Heureusement que l'AES a ouvert l'esprit des Africains et a ouvert les yeux des Africains sur un certain nombre de contrats que les Occidentaux ont signés avec nos États. Comment un État peut, une entreprise peut exercer dans un pays et ne pas payer ses impôts dans ce pays-là? Mais avec quoi est-ce que le pays-là va survivre? Avec quoi le pays-là va vivre? Et quand c'est comme ça retombe sur la pauvre population où on ne fait qu'augmenter les taxes à longueur de journée. Non seulement on augmente les taxes, on augmente les prix des denrées de première nécessité. Et donc, ça rend la vie des Africains tellement difficile que par moments, ils sont obligés de passer par le désert, aller se jeter dans la mer. Et vraiment, je pense que ce que le Nigeria est en train de faire, je les encourage et les autorités nigériennes qui ne lisent pas, qui ne regardent à personne, mais qui regardent aux intérêts du Niger. Merci et puis bonne journée à vous. C'est nous. Merci à vous, monsieur. Merci pour votre analyse et votre commentaire ce matin. Merci infiniment. Et très bonne journée à vous également. Un autre téléspectateur au standard. Allô? Ah d'accord. Monsieur Kamdem qui revient, c'est ça? Allô? Oui, Manuela, je voudrais juste... Oui. Si vous me le permettez. Oui, je voudrais demander à l'État du Niger d'être très vigilant parce que tout ce que Orano fait, c'est parce qu'elle n'a jamais extrait la pile atomique au niveau de la Somalie. Et elle veut revenir, c'est uniquement pour cette pile à tout ce qu'on peut avoir. Alors il faut être regardant parce que il faudrait que l'État nigérien s'appose dans la ville et sur le tour, n'est-ce pas, des filtres. Après le passage au laboratoire, il faudrait que les informations du laboratoire leur soient communiquées en bonne et due forme. Et pour finir, il faudrait que ce nouvel gouvernement porte plainte à M. Bernard Sylvain, le directeur général d'Algad, qui est basé à Béthune en France, parce que c'est Algad généralement qui gérait même un filtre, n'est-ce pas, qui allait dans son laboratoire et qui n'avait jamais d'État du Nigérien pour que l'État prenne des dispositions sur la santé de ces populations. Donc, cela mérite d'être travaillé. Algad a tué, a désigné, a criminalisé le peuple Niger à cette époque-là. Voilà ce que je voudrais rapporter comme plaque. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, M. Kamdem. Merci infiniment pour d'avoir appelé et bien sûr d'avoir conclu dans votre analyse de ce matin. Monsieur Peter, on vous accueille également dans le cadre de For You Matin. Bonjour. Allô? Et merci au Call Center. Je suis intéressé par vos thématiques de ce matin parce que c'est d'actualité et puis surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se trament dans l'obscurité. Je vais rester un peu plus sur le plan géopolitique parce que hier, aux émissions du soir, j'avais donné une alerte rouge par rapport à la visite de M. Biden en Angola. Et j'ai dit que c'est une visite suspicieuse, je ne sais pas si c'est comme ça on dit en français, et qui cache vraiment un véritable plan machiavélique que le Deep State est en train de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, ils ont perdu le cap du Sahel. Quand je dis le cap du Sahel, depuis le Soudan jusqu'au Mali, et bientôt la Mauritanie qui va rentrer dans l'alliance. Ça, c'est déjà prévu dans le plan de la route de la soie. Donc, les États-Unis, par anticipation, ont besoin des ressources minières de la RDC. Voilà pourquoi monsieur s'est rendu en Angola, devant le président, devant tous le staff, je peux dire, politique de l'Angola, pour un projet, soi-disant, de $1 milliard, reliant un chemin de fer jusqu'en Tanzanie. Mais ce chemin de fer, il va passer, bien entendu, dans le Katanga, à RDC. Et quand on dit Katanga,
On parle directement du cobalt, on parle directement du hélium, on parle directement du lithium. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Si M. Tshisekedi n'est pas d'accord, il y a un plan de déstabilisation qui est encore en marche dans la zone de RDC, qui est prévu, bien entendu. Après, si jamais on signe le contrat avec l'Angola, d'être actif dès le mois de décembre ou janvier, par là. Voilà un peu ce qu'ils ont prévu. Mais j'espère bien que l'Angola tiendra compte de ses relations étroites avec la Russie avant de s'engager dans une telle aventure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on résolve le problème sécuritaire de la RDC. Et une fois que le problème de Rwanda serait résolu, parce que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont dit qu'il est hors de question de faire le Rwanda. Donc, si jamais Tshisekedi essaie d'envoyer son armée vers cette zone, eh bien, il risque d'avoir un renversement de pouvoir au niveau de la RDC. Et ça, c'est le plan B qu'ils ont prévu. Tous les agents de la CIA ont été déversés dans l'est de l'Afrique, et y compris une partie qui va rester en Angola. Donc, nous devons rester en haleine. Maintenant, si je parle par rapport au Tchad, j'ai aussi dit que au sein de l'Élysée, j'ai eu des échos qu'il est hors de question de perdre cette zone stratégique française. Et c'est pourquoi Paris est en train de déployer tous les moyens nécessaires pour faire tomber le régime de Kaka-Déby. Donc, c'est une alerte que je lance, même si pour certains, n'a pas de sens. Mais moi, je m'appuie sur des informations fiables qui me permettent de le dire sur les ondes de votre chaîne. Donc, ils ont même dit que la politique du président Mahamadéby en Russie a été la goutte d'eau qui a débordé le vase, et surtout qu'il a pris une décision drastique de demander des comptes à la France sur les accords pour lesquels, à partir de janvier, février, selon le calendrier qui a été donné, les troupes françaises doivent devoir débarquer. Mais attention, je dis bien attention, ce serait de lourdes conséquences, parce que Paris n'est pas prêt, comme je l'ai dit, à lâcher prise sur ce territoire on appelle communément dans leur jargon le fort Faidherbe. Donc, c'est un fort qui a une signification pour la colonisation française, et ce serait vraiment très honteux pour elle de pouvoir sortir comme ça à la tête basse. Et vous savez, l'ego de la France, eh bien, Paris va user de tous les moyens nécessaires pour mettre un terme à la présidence de Kaka-Déby. Maintenant, si on veut aborder le cas du Niger, moi, je rejoins un peu les propos de votre téléspectateur que j'ai précédé. On peut prendre l'expérience du Kazakhstan, qui est un grand producteur également d'uranium. Le Kazakhstan, aujourd'hui, c'est devenu le Dubaï de l'Europe de l'Est. Et pourquoi est-ce que le Niger ne va pas s'approcher de l'expertise de Russe, Rosatom, pour signer des contrats gagnant-gagnant afin de faire de ce pays qu'on considérait comme un pays entre griffes pauvre, mais qu'il est en réalité un pays immensément riche. Je dis même que les ressources énergétiques du Niger sont supérieures à celles de Dubaï. Donc, d'ici 10 ans, si toutes les choses se passent très bien, eh bien, on va cesser de traverser le continent africain pour aller faire du tourisme, mais on va rester à côté au Niger. Why not? Ça, ce serait vraiment un ouf de soulagement pour l'Afrique elle-même. Et ça va vraiment changer carrément la mentalité, d'autant plus que quand je prends le cas du Qatar dans les années 70, qui était qu'un gros village avec des chameaux, aujourd'hui, ce sont des voitures de luxe qui circulent. Eh bien, demain, nous aussi, on pourra aller à Agadez, on va aller faire des selfies devant le gratte-ciel et apprécier un peu l'effort que nous avons fourni pour permettre à ce pays de retrouver son autonomie financière et son autonomie politique. Et ça, comme je dis, ça n'a pas plu aux Occidentaux, mais malheureusement, c'est devenu, comme on appelle ça, un champ stratégique de la Chine et de la Russie. Donc, il est hors de question pour eux de lâcher prise. C'est pourquoi ils sont en train de mettre tout en œuvre pour saboter, puisqu'ils savent bien que l'année 2025 va être une année de changement. Donc, le Niger, le Burkina Faso, ou encore une tentative a été déjouée et qui est encore en cours pour ce mois de décembre, vont devoir redoubler d'efforts pour freiner tout ce qui est en train d'être fait. Maintenant, si je vais chuter pour le Cameroun, c'est bien, hein, ils ont gagné le process, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça sous-entend que le Cameroun doit revoir un peu ses conditions d'accès des sociétés franches qui ont profité du programme mafieux, machiavélique du FMI, où tout a été vendu à des fins symboliques, pour lesquels on n'a pas vu le moindre évolution
depuis 1988. Donc, vous comprenez que c'est un drame. Moi, je dis, hein, je vais être plus dur même que M. Yaptimba. C'est un drame d'avoir vendu un franc symbolique. Donc, il faut qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on peut récupérer les chemins de fer, du Fercam, d'autrefois, comment on peut reconstituer également à l'UCAM, sur l'UCAM, toutes ces grosses usines qui faisaient la fierté du Cameroun. Tout ça peut être remis sur la table. C'est juste une question de volonté politique et juste aussi une question des têtes pensantes. Malheureusement, au Cameroun, bien que M. Biya ait démontré son côté panafricain, mais le reste qui l'entoure autour de lui ne sont que de gros ventriloques mangeurs d'arachide grillés et qui ne pensent qu'à leur poche, non pas au développement de la population. La preuve, on voit tout est constaté, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan de logement. Rien n'a bougé d'un iota depuis ce plan d'ajustement structurel qui a été imposé dans les années 90. Donc ça veut dire que ce plan est un plan caduc. Il faut revoir l'économie du Cameroun, qui est un pays qui a même d'avenir. Il faut que vraiment il y ait quelque chose de vraiment fort, c'est-à-dire des têtes nouvelles, des générations pensantes pour l'Afrique, puisque c'est l'Afrique en miniature. Elle doit être, je parle du pays Cameroun, doit être le modèle même de la croissance économique. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Foyer Média. See you soon. Bye. Merci à vous également pour cet appel depuis... Merci, Monsieur Peter, pour cet appel depuis l'Écosse. On prend le dernier téléspectateur au standard. Ensuite, on revient sur le plateau. C'est Monsieur Tommy depuis la Martinique. Bonjour, Monsieur Tommy. Allô. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Madame Manuela Siké. Je me permets de vous appeler et je passe le bonjour à tout le monde, ainsi qu'à votre chaîne qu'on écoute tous les jours. Je ne peux pas m'en passer. Il est en ce moment 2h du matin en Martinique et nous écoutons tous les jours les événements et nous suivons avec passion tout ce qui se passe en ce moment en Afrique et sur le continent. Et nous sommes vraiment, vraiment contents parce que notre libération viendra de l'Afrique, quoi qu'on veut. Mais je voudrais parler pour le Niger. Je crois que le président qui se trouve en ce moment, parce qu'on parle de jungle, je ne parle pas de jungle, je parle de président, le président Diani, je le félicite pour le courage et la rigueur qu'il essaie d'impliquer dans le pays du Niger pour la population. La souveraineté du Niger passera par le bien-être de sa population, ainsi bien que le Mali et le Burkina. La seule chose qu'il faut qu'ils mettent bien dans leur tête, il ne faut pas qu'ils perdent, parce que j'étais un ancien militaire, j'ai 62 ans, j'ai fait toute ma carrière dans l'armée française, il ne faut pas qu'ils perdent vraiment une vision patriote. Et deuxièmement, la souveraineté de son pays, il faut nationaliser tout le sous-sol et tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et comme ça, l'État prendra le contrôle total sur leurs ressources. Il ne faut pas faillir, il ne faut pas venir non plus se laisser berner, parce que la France a toujours été avec un comportement malicieux envers les Noirs. Et il parle de manipulation, le seul peuple qui s'entend pas, le seul peuple qu'on peut manipuler, c'est les Noirs. Et la France a toujours été l'un des pays qui volait la richesse des pays africains pour revendre en Europe. C'était la prospérité de l'État français, pendant que les Noirs coupissaient dans la misère. Et le peuple noir doit se réveiller. Je parle de génération. Les générations de Gaulle ne sont pas celles qui sont aujourd'hui, et les générations de Houphouët-Boigny ou de Senghor, qui a été bien des manipulateurs à l'intérieur de l'Afrique, ne sont pas seuls de demain. Il faut que les Noirs comprennent aujourd'hui, il faut qu'ils s'en sortent. Et il faut soutenir le président Diani, il faut soutenir le président Kouaïta, et il faut soutenir le président Ibrahim Traoré. Et le président du Tchad aussi, j'attends de voir un petit peu comment il pourra, manœuvrer. J'ai l'espoir que ça ira pour lui, mais des fois, on voit
l'intérieur du Tchad, à l'intérieur du gouvernement, il y aura quelques soubresauts qui ne seront peut-être pas d'accord et qu'on va laisser manipuler. Il faut qu'ils se réveillent parce que le peuple en attend beaucoup de la souveraineté des États africains, parce que l'Afrique n'a pas besoin des manipulateurs comme on voit aujourd'hui. Il faut qu'on arrête avec ça, parce que nous aussi, nous sommes antillais, je suis martiniquais, et nous souffrons autant que vous. La France n'aime pas voir les Noirs heureux. Ils aiment voir les Noirs à la servitude, excusez-moi, et à la domestication. Lorsqu'un bon Noir est un serviteur, c'est un bon Noir. Mais lorsqu'un bon Noir veut être souverain et dire non à certaines formes de manipulation, eh bien, c'est un dictateur. Moi, je préfère les dictateurs en ce moment qui sont au pouvoir que d'avoir un bon souverain comme Ouattara et Patrice Talon. Il est venu en Martinique, mais j'y étais pas. Mais si j'y étais, il allait me voir en face de lui, parce qu'on n'a pas besoin de ces personnes, de ces traites, et qui ne s'aiment pas lui-même et qui fait du mal à son entourage. Parce qu'on a besoin des vrais Noirs qui savent se lever et dire non et qui soient fiers d'être Noirs. Parce que moi, ma fierté, c'est d'être Noir. Et ma chance pour moi, c'est d'avoir mes origines africaines. Et j'en suis fier. Voilà. Et je vous remercie tous. Et je vous dis bonne continuation. Et ne lâchez rien. Informez-nous comme vous le faites. Et je vous remercie. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Et je me permettrai de revenir sur cette chaîne. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Tomi. Merci beaucoup. Vous êtes, ce sera toujours avec plaisir, Monsieur Tomi, de vous avoir sur For You Media Africa. Venez quand vous voulez. On vous recevra toujours avec plaisir. Merci pour cet appel depuis la Martinique. Très, très bonne journée de ce côté-là. Merci infiniment. On espère que vous allez revenir le plus souvent. Alors, on va fermer le standard. On a une dizaine de minutes pour sortir également définitivement de cette émission. Après, bien sûr, notre panel, l'autre panel, bien sûr, que nos téléspectateurs constituent, parce que vous savez, chers téléspectateurs, vous faites également partie du panel sur For You Media Africa. Donc, après vos différents avis, vos commentaires, vos analyses, on revient donc sur le plateau pour sortir aussi avec nos invités. Petit mot de conclusion, peut-être pour cette thématique, peut-être des leçons ou alors des projections face à ces situations. Il y a eu beaucoup de propositions quand même, et voilà, de mise en garde aussi de la part de certains téléspectateurs en ce qui concerne les dirigeants africains qui sont dans une certaine démarche et une certaine logique. Monsieur Aïssi, peut-être pour sortir, moi je parlerai peut-être de projections, de propositions, alors que ces États-là aujourd'hui ont engagé quand même un certain nombre de réformes dans cette lutte qu'ils mènent aujourd'hui. Écoutez, il faut, dans la dynamique que nous avons engagée, il faut noter que nous avons d'autres dynamiques qui ont fait l'objet de mon coup de gueule tout à l'heure. Oui. Et ce sont les mêmes dynamiques qu'on retrouve autour de nous, dans le champ politique, dans le champ géopolitique. Tout à l'heure, il me parlait du cas du port de Douala. Nous avons fait beaucoup d'émissions là-dessus. Mais il a oublié deux choses. Parce que faire une émission sur le port de Douala, c'est plusieurs, ça prend toute une journée. Oui, c'est une bonne chose de reconnaître que la justice française a donné raison au port autonome de Douala. Oui. Mais sauf que dans d'autres procédures, la justice camerounaise a une posture différente. Expliquez-nous. Donner tort au port autonome de Douala. Parce que justement, soit peut-être le droit est mieux écrit du côté de Paris, soit ce n'est pas le même droit qu'on dit au Cameroun. C'est toujours dans le cadre de la même affaire, avec le même interlocuteur, c'est-à-dire DIT. Et qui est, voilà, le même interlocuteur, le port qui est camerounais, malheureusement. DIT. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il faut certainement refonder le système judiciaire camerounais, parce que je crois que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la CONAC qui avait dit que le système judiciaire camerounais est corrompu. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, il ne faut pas qu'on vous...
C'est la CONAC qui le dit dans son rapport, je crois, 2022. Ouais. Donc, il faut absolument donc, refonder d'abord ce système judiciaire pour qu'il soit crédible et que les citoyens camerounais fassent confiance à ce système judiciaire et que les investisseurs même aient confiance à la sécurité juridique camerounaise. Parce que beaucoup d'investisseurs arrivent au Cameroun, ils ne sont pas très rassurés. Il faut le dire également. Et mettre également à place ces accords de coopération du point de vue judiciaire avec la France. Ouais. C'est important parce qu'il y a différents accords qui ont été signés avec la France dans différents cadres. La seconde chose, c'est que ça ne doit pas seulement, vous avez également des dynamiques dans le cas du port, puisque nous parlons du port. Vous avez à l'intérieur du Cameroun d'autres dynamiques qui ne veulent même pas de l'émancipation de l'économie camerounaise. Je sais pas si vous comprenez ça. Dit que il y en a qui pensent que on aurait pu mettre quelqu'un de là-bas que il fallait maintenir Bolloré et non mettre un Camerounais qui fait la sorcellerie. Ils appellent ça la sorcellerie comme Cyril Ngom. Donc il fallait plutôt continuer à servir les intérêts de Bolloré parce qu'il a les amis dans le système. Et il a ses amis qui sont dans le système, donc combattent justement M. Cyril Ngom, qui est le directeur général du port autonome de Douala. C'est une autre réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici dans nos colons? Les combattre. Et quand j'ai dit cela du port autonome de Douala, concernant DIT qui est parti non seulement en détruisant le système d'exploitation du terminal à conteneurs, mais sans payer les droits du personnel. Ça, c'est important de dire. Il n'a pas payé les droits du personnel. Alors, en ce qui concerne le Niger, c'est la même situation. Le Niger a été de tout temps placé comme étant un pays qui occupe le dernier bas de l'échelle du point de vue des pays les plus pauvres au monde. Mais on n'a jamais dit que ce pays était pauvre parce que on pillait son uranium, entre autres, non seulement l'uranium, je crois de l'or également. Désormais, le Niger produit du pétrole et du gaz, qui est capable justement de financer son économie, ses investissements, ses projets d'investissement. Il n'a jamais été dit à l'opinion publique nationale et internationale que le Niger était pauvre parce qu'Orano n'achetait pas le gaz, n'est-ce pas, l'uranium du Niger, qui se le fait gracieusement, sans payer les impôts au Niger, mais les payer plutôt en France. C'est-à-dire une multinationale qui exploite l'uranium au Niger, mais paie ses impôts en France. Alors il y a un problème. Donc, nous pensons que cette dynamique qui vise à nationaliser l'exploitation de matières stratégiques doit aller en avant. Il faut absolument le dire. Ce ne sont pas des partenaires, ce n'est même pas le know-how qui peut manquer. Nous avons des Africains qui sont partout dans le monde, qui offrent leur expertise allez dans n'importe quel organisme dans le monde, vous trouvez les Africains. Et ils sont bien capés, ils sont compétents. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un système hérité de la colonisation qui fait tout pour nous tirer nos États vers le bas. C'est ça qui est embêtant, et avec une élite corrompue. Une élite qui voyage, qui fait le tour du monde, qui voit comment ça se passe ailleurs, mais qui fait tout le contraire dans son pays. Bon, j'oubliais que beaucoup sont détenteurs de plusieurs passeports. Donc, en réalité, ils ne sont même pas des Africains, ils ont d'autres nationalités. Pour le Tchad, je pense qu'il s'agit là également d'une dynamique qui nous intéresse. Nous l'avons longtemps décrié, demandé, soutenu en cela, non seulement par le peuple tchadien, mais également par d'autres leaders d'opinion extra-africaines, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire demander le départ des bases militaires étrangères sur le territoire africain. Et ça ne va pas se passer sans casse. C'est aussi important de le dire. Parce qu'ils n'aiment pas être humiliés, les reptiliens. Pour eux, c'est de l'humiliation. C'est le temps que le cas du Tchad, ça les a franchement surpris.
Vous dites que les Africains, les partenaires africains, je parle de monsieur Jean-Marie Bockel qui dit, l'envoyé spécial, l'envoyé personnel de Macron qui dit que les partenaires africains ne veulent pas notre départ. Oui. Les partenaires africains qui ne veulent pas de départ de base militaire française sur leur territoire, mais quel partenaire, de quoi est-ce qu'ils parlent? Alors, quelques semaines plus tard, l'un des partenaires demande ni plus ni moins que le départ de ces bases militaires. Bon, je crois que là, ça sonne. Là-bas, c'est très mal vécu. Et ça doit donc interpeller les pays qui sont autour, n'est-ce pas, du Tchad. D'abord, le Cameroun, qui est dans la ligne de mire et qui est confronté l'année qui arrive à une échéance capitale, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Vous avez à côté la République centrafricaine qui est constamment confrontée à des tentatives de déstabilisation. Donc, ça devrait donc pas être une situation anodine qui va être considérée comme n'intéressant, ne concernant ni le Cameroun, ni la SCA, ni les autres. Non, ça doit concerner tous les pays de la sous-région, Afrique centrale. Je sors en disant que il ne faut pas qu'ils offrent la possibilité à la France de revenir par la fenêtre. La création d'une commission qui va décider, qui va signifier à la France la dénonciation officielle de leur départ, c'est inapproprié. Il fallait faire simple. Et je crois que ça a été fait déjà. Le reste relève des contingences et du bureaucratique. Dans tous les cas, c'est une actualité que nous suivons. Une actualité, bien sûr, que nous suivons. Merci à vous, monsieur Aïssi. Docteur Yantimba, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient surtout des propositions? Écoutez, je pense que le constat a été fait, il est clair. Et là, il a eu deux illustrations extrêmement intéressantes, ou trois illustrations. Les Africains veulent une reprise en main, veulent reprendre en main leur pays, que ce soit sur le plan sécuritaire et politique, comme on l'a vu au Tchad, ou que ce soit sur le plan économique, avec une reprise des patrimoines infrastructurels et industriels. Oui. C'est extrêmement important de le noter, de le constater. Les méthodes peuvent varier, l'expérience aussi dans ce genre de démarche peut faire qu'on ne fasse pas bien, qu'on essaie de faire comme on a toujours fait, mais peut-être qu'il vaut mieux faire différemment. Et les méthodes peuvent effectivement les bonnes méthodes peuvent ne pas être celles qu'on utilise, mais ce qui compte, c'est qu'on reste absolument attaché aux objectifs que l'on poursuit. Et c'est ce que les Africains attendent. Maintenant, il faut savoir que tous ces éléments, ou disons toutes ces actions, sont des actions qui, dans nos villages, ressembleraient c'est un peu comme si vous aviez un grand événement, un deuil, un enfant qui naît, etc. Lorsqu'il y a ce type d'événement dans nos villages, on n'invite pas les gens. Vous entendez la clameur et vous accourez. Donc, toute l'Afrique doit aller exprimer son soutien au Niger, toute l'Afrique doit exprimer son soutien au Tchad, toute l'Afrique doit exprimer son soutien au Cameroun. Et je pense que nous avons là ce qu'on appelle des benchmarks qui devront nous servir à l'avenir pour finaliser la reprise en main du continent sur ces trois plans que nous avons évoqués. Donc, maintenant, fondamentalement, il faut que nous sachions qu'il est quand même beaucoup plus facile que quelqu'un vous vole ou que quelqu'un ne vous paye pas lorsque vous utilisez son bon du trésor. Et je crois que la constante dans les trois pays que nous avons évoqués ce matin, c'est le franc CFA, auquel nous devons mettre fin parce qu'il nous empêche de comptabiliser correctement les ressources de nos pays et, dans le cadre des concessions internationales, de ne pas pouvoir clairement de ne pas pouvoir bénéficier de tout ce dont nous pourrions bénéficier. Et ça va créer des avatars assez un peu pertinents et même scandaleux, comme par exemple les éléments, la pression qu'on laisse le FMI exercer sur nos pays alors que le FMI ne vaut pas grand-chose. Parce qu'au fond, quand vous prenez une institution qui vaut peut-être un peu plus de 100 milliards de dollars dans le monde,
Vous ne pouvez pas comparer une telle institution à des pays dans lesquels on vole l'équivalent en milliers de milliards. On aurait eu ces milliers de milliards que le FMI on demanderait qu'est-ce que c'est. Mais là, on est obligé de dire, ah oui, le FMI est là, donc, et la Banque mondiale. Donc, il faudrait qu'on arrive il faut mettre fin rapidement au franc CFA. Parce qu'en même temps, les bases militaires, c'était pour protéger le franc CFA. Les bases militaires, la présence militaire des Français au Niger, c'était pour s'assurer que l'uranium continue à être exploité, pillé de la façon dont c'était fait. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande peur de ces gens-là, c'est par exemple que des acteurs qui ne sont pas agréables à leurs yeux, ce soit eux qui profitent de l'uranium nigérien. Sauf que ces acteurs sont prêts à payer correctement, à avoir des relations commerciales normales avec le Niger, et il faut bien que le Niger puisse, comme le disait un téléspectateur, apporter du bien-être à son peuple. Le bien-être de notre peuple, mais c'est ce qui préoccupe tout le monde. Au Cameroun, vous avez quand même un port qui est le principal port du pays, qui a nourri l'essentiel des Camerounais. Et aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, de la célébration, j'ai appris que le port va célébrer ses 150 ans d'existence, je crois, qui devait dater de 2021, je crois. Ça faisait 150 ans d'existence et ils sont en train de préparer les célébrations. Mais dans ce cadre-là, il y a eu une conférence à Fondation Afrique à venir où on a appris beaucoup de choses. On a appris, par exemple, qu'au fond, il n'y a pas un seul mur au Cameroun, il n'y a pas un seul kilomètre de route, il n'y a personne au Cameroun qui a étudié sans que d'une manière ou d'une autre, soit les fournitures scolaires, tout soit passé par le port de Douala. Donc c'est une infrastructure qui a à la fois une importance historique, économique, politique, stratégique, géostratégique de premier plan pour le Cameroun. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une chose que je dis toujours, qui ne me semble pas être agréable, mais on ne confie pas les clés de la porte à un étranger. Confiez pas les clés de la porte de votre maison à un étranger. Donc les ports, les aéroports, ce sont des choses que vous ne pouvez pas confier à des étrangers. Parce que c'est votre porte, la porte de votre maison. Et je crois qu'aujourd'hui, si le terminal à conteneurs est pris, il y en a d'autres. Terminal à bois, etc., qui doivent être récupérés pour que les Camerounais puissent diriger ça. J'ai quand même du mal à croire que des gens s'imaginent qu'on exploite l'uranium au Niger depuis 47 ans et puis pendant 47 ans, les Nigériens n'ont rien appris. Je ne refuse quand même qu'on dise qu'on gère des ports au Cameroun, tout au moins sous cette forme-là, cette forme coloniale depuis un siècle, et que les Camerounais ne savent pas du tout comment on gère des ports, et qu'il faut que ce soit quelqu'un qui vienne là, qui nous dise que, bon, pour enlever le conteneur du bateau et le mettre sur un camion, on a facturé tant et vous avez... Je trouve quand même que c'est spécieux, c'est même dédaigneux et nous devrions à un moment donné dire non à ce genre, à cette façon de faire. Et nous devons protéger nos environnements politiques et nos environnements économiques. La protection politique, il faudrait que ceux qui arrivent au pouvoir, ce soient des gens qui soient en accord avec la population, avec la jeunesse particulièrement, et que ces gens-là aient une vision de solidarité, parce que vous voyez bien ce qui se passe là. Nous venons de parler de 3 événements majeurs, mais vous ne sentez pas la solidarité africaine. Vous ne l'en sentez pas. Or, c'est quoi le panafricanisme? Mais c'est ça, cette solidarité. Et ce manque de solidarité, c'est ça qui laisse croire aux autres que nous sommes fragiles. Mais nous le sommes effectivement. Parce que sans qu'il n'y a pas de solidarité, les gens sont isolés. Et cette isolation, ou cet isolement, peut-être mieux cet isolement, parce que ce n'est pas de l'isolation, c'est un processus technique. Cet isolement politique fait que, malheureusement, les actes que nous posons, qui sont souvent historiques, n'ont pas l'impact suffisant pour pouvoir provoquer le décollage de l'Afrique. Ça, c'est la première chose sur le plan politique. Il nous faut donc, ça justifie notre programme de 10 000 élus panafricanistes qui doivent prendre le continent en charge pour installer des politiques nationalistes, souverainistes dans chaque pays. Sur le plan économique, nous devons mettre fin à ces éléments-là. Nous avons commencé par le franc CFA. Mais nous avons des éléments comme l'OHADA, comme le CIMA. Toutes ces choses, il faut y mettre fin. Parce que ce sont des outils de lecture et des outils de lisibilité et de stratégie de la France qu'il faut absolument, auxquels il faut mettre fin, mettre en place de nouveaux éléments qui feraient, par exemple, que dans le cadre de concessions que nous avons dans nos pays, eh bien, que les seuls tribunaux compétents soient les nôtres. Parce qu'aujourd'hui,
on nous perd du temps, de l'énergie que nous aurons dû consacrer et des ressources que nous aurons dû consacrer à développer nos pays, à consacrer au développement du port de Douala ou des entreprises d'exploitation des mines de l'uranium nigérien. Mais on est là à utiliser ce temps, ces ressources et notre expertise pour pouvoir, dans des procès, dans des gesticulations, une communication dont nous serions sérieusement passés pour pouvoir plutôt apporter à notre peuple un peu plus de valeur ajoutée. Donc vraiment, je pourrais plutôt remercier For You Media d'avoir pris la peine d'aller dans le sens de parler de ces sujets, parce qu'un pays comme le Niger est isolé. Qui va parler du Niger? Personne n'en a envie. Mais nous, et les gens nous demandent, mais vous les Camerounais, vous avez parlé des problèmes des autres. Oui, nous parlons des problèmes des autres. Nous sommes l'Afrique en miniature. Et en tant qu'Afrique en miniature, toute l'Afrique nous concerne. Et c'est quel que serait le panafricanisme s'il n'y a pas au moins 2 ou 3 pays dans lesquels les gens estiment que tous les problèmes de l'Afrique sont les problèmes de tous les Africains. Je suis très content, c'est ce que nous rappelait notre compatriote de Martinique. Et ce sont des choses extrêmement importantes, des positions fortes qui sont les positions qui construisent l'avenir de l'Afrique. Donc, merci pour cette matinée. Nous espérons qu'au Cameroun, le port de Douala va continuer à se développer et que la justice va devenir une justice non seulement compétente pour se saisir de tous les problèmes, mais compétente sur le plan professionnel pour les gérer. Et le professionnalisme veut dire qu'il ne faut plus qu'on parle de corruption de notre justice. Il faut que nous développions tous ces éléments-là et que le Tchad sache qu'il peut compter sur le Cameroun et sur les Camerounais dans sa démarche et que le Niger, nous avons eu quelqu'un qui a une expertise avérée, il y avait qu'à l'écouter, dans le domaine du nucléaire, que le Niger sache qu'il peut compter sur le Cameroun et que tous les pays africains sachent qu'ils peuvent compter sur le Cameroun. Mais ça indique, je sors par là, une chose intéressante. Si nous avons des experts du nucléaire au Cameroun, il y en a? Non, si nous en avons. Ça veut dire qu'on peut aller plus loin? Non, ça veut dire que, pas qu'on peut, ça veut dire que nous irons plus loin. En fait, ils nous rassurent sur l'avenir. Tout à fait. Merci à vous, docteur Yam Timba. Merci également à vous, monsieur Anatole Aïssi. Merci à tous nos téléspectateurs, tous nos téléauditeurs et auditeurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à tous ceux-là qui ont appelé pour partager, construire cette analyse, cet argumentaire de ce matin. Merci pour vos propositions. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de ce programme de For You Matin. On vous souhaite une belle journée. Mais bien sûr aussi, passez un agréable moment en compagnie des programmes de For You Media Africa. Ne zappez pas. Restez toujours sur votre chaîne de télévision panafricaine. À demain.